Bonjour et bienvenue dans TechMag épisode 3. Je suis très heureux de vous retrouver en ce jour, mardi 26 octobre, il est 10 heures et on a un sujet passionnant, même deux sujets passionnants qui se relient puisque nous recevons aujourd'hui deux invités exceptionnels, deux directeurs techniques d'exception comme je les ai appelés dans mes communications. Nous avons Pierre Chevalier de Softron et Léonard Varzocha de Atlantis Télévision. Et on va parler en fait d'un sujet qui est double actualité. On va parler d'Apple qui vient de sortir leur nouveau MacBook Pro, mais surtout une extension de l'architecture des processeurs M1 qui est vraiment très intéressante pour l'univers de la post-production vidéo notamment. Et on va aussi forcément relier ça avec Softron, que je vous présenterai juste après, qui fait des logiciels pour le monde du broadcast, du streaming, exclusivement sur Mac. Donc franchement, je ne pouvais pas rêver mieux que d'avoir ces deux actualités, en tout cas en même temps. Voilà, alors, petit résumé, émission précédente, n'hésitez pas. Alors, pour ceux qui nous regardent, je passe toujours le message pour ceux qui ne sont pas encore habitués à Twitch, puisqu'il y a des nouveaux venus à chaque fois qui arrivent. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez regarder le monde de Dayo en fait sans forcément avoir de compte, mais vous ne pouvez pas communiquer sur le chat. Donc pour pouvoir communiquer sur le chat, il faut créer un compte et vous voilà. Ensuite, n'hésitez pas aussi à cliquer sur le petit cœur en bas à droite pour follow la chaîne. Plus il y a de followers et nous venons de franchir la barre des 100 followers, donc c'est symbolique, mais c'est merci en tout cas à vous tous pour votre soutien. Et voilà, donc, aussi petit stream à venir, je vais prochainement changer la batterie d'un MacBook Pro. J'ai changé la semaine dernière la batterie d'un iPhone et un écran, pour vous montrer qu'on peut soi-même en fait donner une seconde vie au produit. C'est important dans le monde de Dayo, puisque c'est des valeurs aussi qu'on aime transmettre, c'est-à-dire comment d'une certaine manière réduire aussi notre impact sur l'environnement, et on peut aussi réduire aussi l'impact sur votre portefeuille, et en ce moment c'est l'actualité, puisque le portefeuille et le pouvoir d'achat des Français, on en parle beaucoup. Mais moi en tout cas je vais vous montrer prochainement, en tout cas sur une batterie d'un MacBook Pro de 2012, comment on le démonte, comment on change la batterie et comment on lui redonne une seconde jeunesse. Voilà, j'en ai fini en tout cas avec ça. Et oui, dernier point, n'hésitez pas aussi à aller sur la chaîne YouTube Le Monde de Dayo, vous allez voir les replays des émissions, les tutoriaux que je fais, tout un tas de choses voilà, qui alimentent. En tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire et à suivre le monde de Dayo. Voilà, nous allons passer à la présentation des invités. Je vais déjà les afficher tous les trois à l'antenne et leur donner la parole. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc vous avez... Alors attendez, il y a déjà du monde sur le chat. Alors attendez, excusez-moi, je suis mal poli, mais en fait, priorité au chat. Je suis désolé, c'est comme ça, on est sur Twitch. Je sais, ça vous fait marrer. Donc bonjour la régie de Jules, ravi de te retrouver. Voilà, Nuch86 aussi, salut à toi. Voilà, donc n'oubliez pas, oui, la régie de Jules qui dit allez tout le monde sub, c'est sympa. C'est sympa en tout cas, merci. Je voulais vous dire, il y a un concours aussi pendant cette émission. Il y a un concours pour gagner 2 licences justement des logiciels de la société Softron, qui je l'espère après en tout cas cette émission vous rendront les choses plus claires et vous verrez comment dans cet écosystème Mac, que personnellement j'aime beaucoup, comment Pierre Chevalier qui est là avec nous et sa société en tout cas qu'il représente a vraiment mélangé... comment dire, l'art même d'avoir quelque chose de simple et utile et facile à utiliser à l'écran et à la fois avec des fonctionnalités qui sont quand même très avancées pour le milieu broadcast. Alors je reviens sur le trio. Vous avez en haut à droite Pierre Chevalier, voilà, et en bas à droite vous avez Léonard Varzocha qu'on a déjà eu dans une autre émission où on parlait justement de réseau. On avait fait une spéciale fibre optique et tout, et ça avait été une émission en tout cas qui était assez passionnante sur l'univers sombre entre guillemets du réseau, de la fibre, et en tout cas je te remercie Léonard à nouveau d'être présent parmi nous, et voilà. Avec donc plaisir. Commençons par Pierre Chevalier. Je bascule sur toi, mon ami Pierre. Merci en tout cas d'être venu. Donc, est-ce que tu peux te présenter succinctement et présenter Softron en quelques mots? Oui, bien, alors moi, j'ai travaillé dans des chaînes de télé. Ma formation, ça a été de travailler dans une chaîne de télé, j'ai fait monteur, caméraman, la réal, j'ai fait pas mal de choses. J'étais directeur technique d'une chaîne télé ici en Belgique. Et cette chaîne était uniquement sur Mac. Déjà à l'époque, on montait sur des Mac Pro, même des petits iMac, on a les petits colorés, etc. Donc on a commencé il y a longtemps et on était donc on exploitait tout, on faisait le montage sur les Mac.
et on avait envie de rester uniquement sur Mac, aussi pour la diffusion. Donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à chercher une solution de diffusion sur Mac. Et c'est comme ça qu'en fait, en travaillant pour cette chaîne de télé, je suis tombé sur Softron. Et on a commencé à utiliser les logiciels Softron pour cette diffusion. On avait une diffusion aussi à Bruxelles. On avait même mis à l'époque un Mac chez Globecast pour faire la diffusion sur le satellite. C'était en quelle année ça? Je sais que ça remonte, mais même si... Voilà, ça c'était... Oui, c'est une bonne question. C'était en 2005, si je ne m'abuse. 2004-2005. Donc oui, c'était il y a un moment. Et, ouais. Et ça commence à dater. Mais oui. Mais c'était déjà... ça nous permettait d'être vraiment très flexible parce que on devait faire une diffusion... je vais passer tous les détails au niveau des règles de diffusion ici en Belgique, etc. Mais en fait, on attaquait les différents nœuds de réseau plutôt que de payer un opérateur ici qui nous coûtait très cher. On avait été jusque chez Globecast, mettre un Mac là-bas, qui faisait la diffusion en uplink sur le satellite. Et en fait, ce flux était récupéré par tous les nœuds afin de faire une diffusion ici en Belgique et sur le satellite en France, etc. Et donc, comme les réseaux à l'époque n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, on envoyait des disques durs, donc on mettait les contenus sur le disque dur, on envoyait ça là-bas et on contrôlait à distance. Disque dur donc de 100 gigas à l'époque. Ouais, je ne sais plus, mais voilà, c'était... Ouais. Mais c'était voilà, le fait d'être parti à ce moment-là sur Mac, ça nous avait vraiment permis. Si on avait voulu mettre ça en place avec une autre solution, ça aurait été assez compliqué et pas aussi flexible. Là, on envoyait, il connectait le disque en FireWire sur le Mac et on faisait la diffusion, etc. Donc ça marchait vraiment super bien. Et voilà. Puis après, du coup, comme j'ai connu Softron. Je suis venu bosser après chez Softron et ça fait donc 15 ans maintenant que je travaille chez Softron comme directeur technique, donc je fais pas mal de choses, je fais l'interaction, beaucoup comme j'ai été utilisateur en fait, et que je suis pas développeur, mais je sais lire du code et du coup je peux être une interface entre les utilisateurs, les besoins, parce que je connais un petit peu le monde, et les développeurs et essayer de trouver un bon compromis pour faire en sorte qu'on ait des produits qui soient utilisables et qui soient simples. Donc voilà, c'est un peu mon boulot. Je fais le support aussi, enfin on fait pas mal de choses. Le marketing aussi, je te vois souvent sur les vidéos, tu es quand même la figure qu'on voit souvent sur les salons, en tout cas si vous allez... à Amsterdam, au mois de décembre, c'est ça, à IBC. IBC, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un salon, c'est un peu comme... vous avez le salon d'auto à Porte de Versailles, vous avez la même chose à Amsterdam, et c'est que de l'audiovisuel partout, c'est gigantesque, donc c'est le paradis pour les gens comme moi, pour Léonard, je pense aussi, on s'éclate à se perdre dans les allées, à rencontrer des solutions improbables, et voilà. Mais IBC, je te fais un peu de pub, hein. Allez-y, hein. Amsterdam, c'est quand déjà les dates? De mémoire du 3 au 6 décembre. Mais 3 au 6 décembre. Absolument sûr des dates. C'est début décembre, je pense que c'est 3 au 6. Voilà, en tout cas, ville agréable, on peut aller dans un super salon, voilà, boire des petits cafés sympas, et puis plus c'est affinité, je vous laisse en juger. Alors, en tout cas, alors ouais, je vois que voilà, ceux qui viennent d'arriver en cours de route sur l'émission, comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à créer un compte et liker la page Le Monde de Dayo. Voilà, je vous remercie en tout cas pour BBR66 et Emma Messori qui se sont inscrits, qui nous suivent. Merci à tous les deux ou toutes les deux. Voilà, parce que je ne sais pas qui se cache en tout cas derrière les pseudos. Donc voilà. Alors, on va faire un truc avant de continuer. On va déjà lancer quand même le concours. Alors attendez, qui sera validé à la fin d'émission. Donc, c'est pas compliqué. Vous allez voir le petit message qui devrait apparaître. Je lance le concours et sur le chat, nous allons voir quelque chose qui apparaît, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc vous voyez une licence du logiciel On The Air Video Express 4 et Movie Recorder Express 4 à gagner. Donc pour vous inscrire, c'est tout simple, il suffit juste de taper point d'exclamation Softron, S-O-F-T-R-O-N. Voilà, point d'exclamation Softron et vous allez avoir un ticket et vous allez pouvoir tout simplement tenter votre chance. Alors peut-être que certains ne savent pas encore ce que c'est ces deux logiciels, mais je pense qu'à la fin de l'émission ce sera parfaitement clair
et vous vous direz, mais punaise, pourquoi j'avais pas rencontré Pierre Chevalier, Softron, dans le monde de Daio? Voilà, en tout cas, on va clairement, enfin on va pas être prétentieux, mais en tout cas des fois c'est pas forcément les solutions les plus génialissimes qui sont les plus connues, et pourtant je trouve, et c'est pour ça que je voulais te mettre à l'honneur Pierre avec Softron, clairement, c'est que on se connaît depuis longtemps, et je trouve voilà que, alors il n'y a pas que l'histoire de la barrière de la langue, même si ça fait beaucoup de parler en tout cas français, c'est bête à dire, mais je sais qu'on a plusieurs choses, et justement on va en parler tout à l'heure avec Léonard aussi qui est sur cet écran, puisque on avait fait un projet avec Léonard l'année dernière, justement avec toi Pierre, et Léonard pourra nous en parler tout à l'heure, et nous aurons aussi un projet qui est en cours de route qui est aussi très intéressant, donc voilà. Alors on va continuer sur Softron. Alors attendez, je regarde si... Salut Laurent Frépa. Ah bah ça y est, tu viens d'arriver. Bah dis donc. Laurent Frépa, en retard, mais mieux vaut tard que jamais, Lolo. Salut. Oui, revenons sur nos histoires. Donc, je reviens sur cet écran-là, puisqu'on va partager... Alors, attendez, ça, c'est pas la bonne fenêtre. Voilà. Si je comprends bien, en tout cas, les solutions, et je te laisse effectivement commenter un petit peu tout ça, vous avez chez Softron des solutions de record, donc d'ingest ou d'enregistrement, on va appeler ça comme ça, pour vulgariser, parce que le principe de l'émission aussi, Pierre, c'est d'essayer de vulgariser pour ceux qui n'ont pas forcément la connaissance des termes de notre univers. Donc j'attache une importance là-dessus, donc n'hésite pas, ou je te reprendrai si jamais il y a un terme qui est trop compliqué. Donc nous avons des solutions d'enregistrement pour enregistrer des flux vidéo, de quelque nature que ce soit. Pierre expliquera juste après. Ensuite nous avons... qu'est-ce que je viens de recevoir? Merci la régie de Jules pour le cheer, tu vas être content parce qu'il s'est bien affiché. Merci beaucoup. C'est très sympa en tout cas de contribuer au financement de la chaîne, même si on n'a pas fait le monde de Daio pour ça, soyons clairs, mais on est toujours content en tout cas de voir plus d'inscrits et d'avoir des participations aussi en termes d'abonnement ou de cheer, puisque voilà, tout ça c'est du travail, ça coûte aussi un peu d'argent, soyons clairs, tout ça n'est pas gratuit, mais voilà. Je reviens sur nos histoires, on est sur l'enregistrement, nous avons aussi des solutions de streaming, donc avec deux solutions que tu détailleras tout à l'heure, et ensuite nous avons ce qu'on appelle le play-out. Le play-out, c'est les solutions de diffusion. Donc diffusion, soit pour diffuser, comme tu le disais, les contenus d'une chaîne de télé, ou dans le monde de l'événementiel ou du live streaming, puisque je sais qu'il y a des gens qui nous suivent de cet univers-là. On the Air Video Express notamment, tu en parleras tout à l'heure, est vraiment un outil fabuleux pour contrôler et gérer une playlist avec tout un tas de déclencheurs, et aussi intégrer ça dans un workflow. Alors là on est sur VMix, mais l'intégration par exemple avec les produits Blackmagic, on pourra peut-être en parler un petit peu parce que vous avez poussé le bouchon un peu plus loin avec Blackmagic, aussi avec des produits comme Stream Deck, donc franchement c'est ça que j'aimerais effectivement qu'on résume au travers de cette émission. Et donc on va commencer, je vais te donner la parole Pierre, si tu peux effectivement parler rapidement des solutions de record. C'est quoi le record et qu'est-ce que tu fais en tout cas en termes d'enregistrement sur Mac? Oui, alors le record, c'est le fait de prendre, donc sur le Mac, on va connecter des cartes de chez Aja ou Blackmagic, donc ce sont des boîtiers, ça peut être des boîtiers externes ou des cartes PCI, donc c'est qu'on met à l'intérieur du Mac, et ces cartes vont permettre de recevoir un signal vidéo. Alors on a des cartes différents modèles, les plus simples permettent de recevoir un seul canal vidéo, mais on peut recevoir jusque 8 signaux vidéo indépendants avec un seul boîtier. Et du coup, l'avantage, c'est par exemple, si vous voulez enregistrer, donc quand il y a une production d'un événement, d'un match de foot, d'un concert, il y a plusieurs caméras, et bien toutes ces caméras, le signal de ces caméras va arriver jusqu'à la carte qui est connectée au Mac, et on va pouvoir récupérer dans notre logiciel Movie Recorder ces différents canaux, enregistrer tout ça, et soit l'utiliser après, donc ça peut être juste un enregistrement, on va enregistrer ça sur disque, et puis après on va donner ça au monteur pour qu'il fasse le montage, mais une des particularités de Movie Recorder, c'est de faire ce qu'on appelle du editorial ingest en français, du coup du montage pendant l'enregistrement. Alors c'est quoi l'applicatif du montage pendant l'enregistrement justement? Concrètement, c'est quoi l'intérêt, pour quel type d'application c'est intéressant de faire ça? Eh bien, c'est justement plutôt que de faire comme je viens de dire, enregistrer. Une fois que la production est finie, on donne ça au monteur et il fait le montage. C'est de pouvoir, pendant que l'enregistrement est en cours, accéder aux médias et commencer, sur les fichiers qui sont en train d'être enregistrés, de commencer à faire le montage. Et l'avantage de ça, c'est évidemment de pouvoir avoir fini la production très rapidement. Donc, un match de foot, vous voulez avoir un résumé qui est prêt pour la fin du match,
Eh bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous enregistrez, vous faites le montage pendant la production, et à la fin du match, le résumé est prêt. Sinon, il faudrait attendre à la fin du match, se dire, tiens, il faut copier les médias, etc. Du coup, là, les délais augmentent. C'est vraiment d'accélérer la production. Alors justement, on va décrocher un peu sur la timeline de présentation de tout ça, parce que tu rebondis, justement, tu parles de matchs de foot d'Edit while ingest, et je pense que c'est tout à fait opportun de parler ce que Léonard est en train de faire justement avec tes solutions. Non ? Tout à fait. Si tu as le droit d'en parler, Léonard, je pense pas que c'est confidentiel. Non, c'est bon, j'ai demandé l'autorisation, on peut en parler, il n'y a pas de problème. Ouais, donc en fait, c'est un workflow qu'on a travaillé tous ensemble pour la Ligue 1, qui est un droit qui a été repris très très vite cette année et qui a transité de propriétaires, et donc les workflows ont été mis en place assez rapidement. Traditionnellement, ce que les personnes faisaient par question d'économie, c'est qu'ils mettaient autant de machines d'acquisition avec un logiciel de montage, et puis ils coupaient le record, et puis de temps en temps, ils loupaient l'action centrale. Ouais. Mais bon, faut dire, voilà, c'est des questions de budget, de tout un tas de choses. Donc là, ouais. Donc là, ouais, on a positionné Softron. Ce que moi j'apprécie et ce que Pierre a dit, c'est quand même qu'il vient du monde métier, et que effectivement l'interface elle est ouverte à un opérateur métier, et on est vraiment dans nos petits chaussons. En général, il faut, je sais pas, moi j'ai fait 90 minutes de formation, et le gars savait utiliser en tout cas la part des fonctionnalités qui l'intéressaient, parce que je pense qu'on peut aller bien plus loin, mais en tout cas dans le use case précis, c'est ce que je disais, ouais, on est d'accord. Et côté monteur, alors là j'ai fait encore plus simple, j'ai fait les settings des monteurs, ce qui fait que en fait la seule petite différence par rapport à d'autres workflows Edit while ingest, c'est qu'il faut lancer la notion de rafraîchissement du clip à la main. On l'a mis sur F5, histoire que ça plaise à tout le monde. Classique, F5 voilà. C'est universel sur toutes les machines. F5 on rafraîchit. C'est clair, ouais. Donc ouais, ça a été, non, en tout cas ce qui a été vachement cool, c'est vraiment le côté hyper centré user, vachement accessible, et puis la collaboration qu'on a pu avoir aussi en préparation de projet. Ça, c'était sympa. Et à savoir que pour le matos de démo, j'ai pu ressortir du matériel de 2009 que j'ai fait fonctionner. Ah, c'est un vieux macro, c'est ça, avec une bonne vieille carte Blackmagic. Un Westmer, et puis une KK extrême, mais très très vieille. Donc voilà. Bon, bah écoute, voilà. Mais non, c'est toujours bien, ça, je suis d'accord. Tiens, tu as un message. Hello, Softron, c'est top, Philippe Perquin. Salut Philippe Perquin. Ouh, je connais Philippe Perquin, je connais bien ce nom. Je sais pas si Pierre Chevalier, tu connais Philippe Perquin, mais moi je l'ai connu dans une autre vie professionnelle passée. Merci de nous suivre, Philippe. Oui, donc l'ingest, donc là pour le... Alors, tu nous as pas dit sur quoi tu montais par contre, parce que ok, c'est bien, Edit while ingest, mais on est sur quel logiciel de montage? On monte sur l'éditeur le moins ouvert aux autres solutions, qui est Avid Media Composer. Donc c'est là où tout est la petite finesse, parce qu'on va dire qu'ils ont aussi un écosystème qui peut plus ou prou permettre de le faire, et qui sont un peu conservateurs là-dessus. Conservateur aussi, il y a une raison, c'est parce qu'ils ont aussi des produits dans leur gamme pour faire ça. Donc à un moment donné, si toi tu développes toute la suite, est-ce que tu vas ouvrir la porte à tes concurrents pour aller tailler des parts de marché? Non, bien sûr. Mais, après, il y a des petits malins qui font les workflows comme Softron qui marchent. Mais... ouais, c'est utiliser la bonne feature du bon éditeur au bon endroit, et ça, c'est assez sympa. Donc, donc en fait, on a concurrencé là-dessus un workflow historique, on peut dire qu'il est très très onéreux et très dur à maintenir en conditions opérationnelles. Voilà, c'est des grosses machineries avec différents serveurs. On peut citer la marque. Dans le métier, les grosses solutions, oui, c'est Avid, EVS. C'est le EVS c'est de l'Interplay plus de l'EVS. C'est ça, ouais. Donc pour ceux qui ne connaissent pas un peu ces solutions-là sur le chat, alors s'il y en a qui viennent du live streaming, je sais qu'ils sont dans cet univers-là, mais souvent sur les gros cartes, par exemple chez AMP Visual, vous avez souvent des serveurs de numérisation de chez EVS. Mais il y a aussi du Softron chez AMP, je le sais parce que j'en ai mis chez AMP aussi. En tout cas, il fut un temps où j'ai vendu une solution sur cette base-là. Mais bon, après c'est le problème à l'époque, et c'est ça qui est marrant pour reparler justement avec la nouvelle architecture après par la suite des solutions Apple, c'est que le problème du Mac, en tout cas pour les professionnels de l'audiovisuel, c'est plutôt l'intégration dans une baie, dans un car. Et c'est vrai que quand tu prends les Mac Pro noirs cylindres avec une pléthore d'accessoires, c'était vrai que c'est un peu on va dire la déception de notre univers. Mais bon, on peut pas contenter tout le monde. Donc voilà.
Ok. Donc, alors, donc, pour résumer, Léo, Atlantis, en tout cas, le workflow d'Ingest pour la Ligue 1 de foot, c'est ça, avec, c'est ce qui se passe en ce moment sur Amazon, c'est ça, hein? Je dis pas de bêtises. C'est ce qui se passe en ce moment sur Amazon, c'est-à-dire qu'en fait, on a un multiplex qui commence, alors on a un premier match qui commence à 13h, plus un multiplex et 4 matchs en parallèle à 15h, Hmm. avec des heures de diffusion pour le match de 13h qui est 17h, donc c'est des résumés. Après ça, ils font en fait, un magazine de débrief des matchs. Et il s'est coupé de pastilles type sujet, mais c'est pas du sujet news, hein, c'est du vrai mag, habillé, avec du graphe, voilà, donc c'est des vrais sujets aboutis. Euh, là, moi, quand j'y suis allé la première fois, euh, on a livré les sujets à moins de 5 minutes de la diffusion. Ah oui. Ce que j'ai calculé, c'est qu'en faisant comme ça, on allait gagner 45 minutes, ce qui enfin, donne une latence et une sérénité qui est tout simplement incroyable sur la prod. Et je pense que ça va permettre à tout le monde aussi de construire plus intelligemment en se disant bon ben voilà, je fais pas de mauvais arbitrage à cause du temps et je vais pouvoir apporter un peu plus de qualité. C'était notre objectif sur ce workflow-là. Ouais, c'est très intéressant. Et en plus, alors c'est ça qui est marrant parce qu'on là on parle d'écosystème, on parlait de VS, mais est-ce qu'on peut, Pierre, est-ce qu'on peut donner aussi un ordre de prix, de grandeur entre, enfin, combien ça coûte une solution EVS, allez, 4 canaux, tu connais les tarifs ou pas? C'est pas pour, enfin, c'est pour comparer ce qui est comparable. À un moment donné, parlons des choses. On parle de combien? C'est une centaine de milliers d'euros? C'est quoi le tarif, le tarot pour ces solutions-là? En EVS, Hmm. moi je ne connais pas. Je ne connais pas les prix de VS exactement, parce que c'est justement c'est une des différences, c'est que leurs prix ne sont pas vraiment publics. Tu ne sais pas aller voir sur le Ah, site et il faut faire une demande auprès d'un vendeur, etc. Du coup, nous, on ne fait pas trop ça, mais c'est assez cher. Je pense que pour 4 canaux, ça doit être dans les... ouais, non, j'ai peur de dire une bêtise, donc je préfère pas. Mais c'est cher. d'accord. Ah, il y a la régie de Bah, Jules qui dit 500 moi, 000 je euros. Peut-être pas, peux, mais bon. ouais, voilà, Alors, attends, je peux ouais, répondre, vas-y, ouais. Si tu Juste veux, Pierre, on est en ton dessous. image est figée par contre. Tu bouges plus, je sais pas Ah, pourquoi, mais tu bouges plus. je vais voir. Il est très Ok. très Je fort. regarde pendant que vous parlez. Ouais. Vas-y Léo, dis-nous toi si tu peux trahir un peu les Ouais, non, secrets mais des tarifs. pour répondre, ouais, non, mais je vais parler sur les tarifs catalogue, hein, pour pas parler de tarifs négociés. On est sur Softron euh, pour le workflow Edit by Ingest sur inférieur à 20% du coût d'une solution EVS plus Interplay pour en tout cas de la vide. Alors, excusez-moi, j'ai une mission, je reviens. Ah, l'alarme, ça va exploser Mais en je reste en direct. ligne. C'est ça. Non, non, mais comme tu le disais, je suis en vacances et donc c'est le poulet rôti, si tu veux tout savoir. Ah, on n'a pas l'odeur, mais on s'en entend déjà. Ah là là là. Voilà. Tiens, en attendant sur le chat, qu'est-ce qu'on a Non, dit? Il y non. a Mullet Boy qui nous dit à RG 2021 à cause du tour d'Ingest devait. R quoi c'est RG 2021 Rugby, c'est ça? Non, je sais pas quoi. À cause du tour d'Ingest, des EVS, les highlights des temps forts des matchs étaient lus directement depuis Premiere Pro avec une mini monitor en départ direct vers la régie. Autant dire que si Premiere Pro ramait, ça passait direct à l'antenne. Ah oui, d'accord, ok. Oui, ok, donc c'était Premiere Pro qui était utilisé comme serveur de play. Ah, c'est un peu space quand même. Enfin, j'ai déjà vu des solutions comme ça en utilisant le soft de montage. Je sais pas si, Pierre, c'est judicieux d'utiliser un logiciel de montage pour ce genre de choses-là, non? Ouais, non, c'est pas terrible, je pense. Mais non, mais j'ai redémarré, on me voit bien là, hein, je pense. Bien, J'ai nickel. redémarré. Tu es beau. Ok. Ah, magnifique. Non, mais je voulais un peu revenir quand même par rapport à EVS et cette. Nous, en fait, on a dans notre approche produit et ce qu'on essaie de faire, on n'essaie pas d'être en concurrence parce qu'ici, je veux juste être clair, nous, en fait, notre but c'est pas d'entrer en concurrence avec EVS. Parce qu'on sait qu'EVS fait des très bonnes solutions. Oui, Ils ça on peut font le dire. plein de choses C'est au niveau du fiable replay, tout ça, au ouais. niveau par exemple du sport. Ils font des très bonnes solutions qui sont vraiment très utilisées, où les opérateurs, enfin, on va peut-être pas expliquer tout ça maintenant, mais voilà, les opérateurs sont très habitués à ces workflows, etc. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de venir avec des solutions plus abordables, et qui ouvrent le marché. En fait, plutôt que de se dire, tiens, on va avoir un marché qui est là et on va aller s'y attaquer, et on veut faire la même chose qu'eux, ce qui impose quelque part de copier un peu. Et on a vu ça, par exemple, sur les systèmes de replay, on a vu beaucoup de gens qui se sont dit, tiens, il y a EVS qui fait des bons replays, je vais essayer de faire la même chose et de prendre le marché. Newtek, par exemple, Mais a dans ce sorti des cas-là, produits comme ça. Newtek a sorti une ouais. gamme avec des serveurs de replay, un peu sur la même philosophie. Oui.
Et on parlera après de la diffusion, mais c'est la même approche qu'on a pour la diffusion. C'est jamais de se dire, tiens, voilà, je veux prendre ce marché-là. C'est plutôt de se dire, il y a un marché, par exemple pour le replay, l'enregistrement, les matchs de foot et tout ça, on sait que tout le monde n'a pas le budget pour un EVS. Et ce n'est pas parce que du coup on vient avec des solutions qui sont moins chères. En fait, simplement, on ouvre le marché. On permet à des gens qui n'ont pas forcément le budget pour se payer un EVS de s'acheter une solution d'enregistrement, de replay, de diffusion, etc. Enfin bon, on mentionne beaucoup EVS, mais il y en a d'autres qui font ce genre de choses. Mais donc voilà, on ne vient pas là pour concurrencer, mais évidemment, on sait que parfois, certains vont choisir plutôt notre solution qu'une autre. Donc, mais voilà, c'est pour dire, en tout cas, notre logique n'est pas, on ne cible pas ça. On essaie de réfléchir, tiens, quel est le marché, quel est le besoin. En fait, c'est surtout de partir du besoin des utilisateurs, voir qu'est-ce qui manque et comment on peut, avec le fait que nous, justement, on propose une solution logicielle. Donc, nous n'avons pas, au niveau de notre développement, à gérer du hardware. Nous, quand on vend des licences, ce sont des licences, et donc on se base sur du matériel qui existe, et on n'a pas tout ce coût de développement. En plus, c'est Apple, donc globalement, ça reste maîtrisé, parce qu'il n'y a pas 40 milliards de processeurs et cartes graphiques différents, donc en termes de support et développement, c'est quand même un bonheur, non? C'est ça, c'est la raison pour laquelle on reste sur Mac. On nous a beaucoup demandé, parce que on a quand même quelques clients et qui nous aiment bien, heureusement, et qui nous disaient, tiens, mais j'aimerais faire ça sur PC, parce que certains, dans leur workflow, ne sont pas sur Mac et ils ne veulent pas aller sur Mac. Mais pour nous, on n'a pas du tout envie de quitter le monde Mac, parce que effectivement, ça nous permet, comme tu disais, de devoir tester sur un minimum de configuration. Il y a un certain nombre de Mac, nous on en a, ici derrière il y en a quelques-uns, on a encore des vieux là en dessous, on a un nombre limité, tandis que si on veut commencer sur PC, il faudrait, on pourrait se dire, tiens, on va recommander tel PC, telle carte mère, mais avec tel driver audio. Enfin, c'est vraiment toute une autre problématique et qui rend les choses beaucoup plus compliquées pour nous. En tout cas, il nous semble. Mais et puis, il y a pareil, toute le Mac, je t'interromps, mais c'est un sacré pari parce que moi, chaque fois que Apple change de génération de machines, d'architecture et tout, je me dis mince. Avant, on était content. À une certaine période, on avait des machines, des XServe, des XRVRED. On avait vraiment une gamme professionnelle d'un certain temps. Après, les iPhones sont arrivés. On est plus parti sur des produits grand public. Et puis le Mac Pro cylindre, adieu les Mac Pro qu'on aimait bien avant. Et finalement, Apple refait un retour en arrière, parce qu'on voit en arrière-plan derrière toi, Pierre, que tu as un joli Mac Pro, Mac Pro 2019, exactement. Ouais. Et donc ça, on est content de les avoir retrouvés, parce que c'est vrai, et c'est le cas, je crois, pour toi, Léo, c'est que la prochaine machine que tu vas utiliser, c'est un Mac Pro avec des cartes Blackmagic pour numériser les flux des matchs de foot. Tout à fait. C'est ça, clairement. Ok. Non, mais pour un Presta comme nous, c'était pas possible le cylindre. Donc, en fait, on est passé du Westmer 2012 au 2019 et on a laissé toute la gamme au milieu. Ça correspond pas du tout à notre exploit. Donc, ouais, parce que y a une raison, faut le dire. Moi, je suis le premier content à me dire, tiens, on a retrouvé un Mac Pro dans lequel on peut... Avant, quand on installait un Mac, il fallait installer une pléthore de périphériques tout autour, c'était un peu compliqué. Là, enfin, dans une seule et même boîte, on peut tout mettre, quoi. Donc, elle pèse, elle est grosse, mais, ceci dit, dans les usages des professionnels, et c'est vrai que c'est ça qu'il faut noter, on n'est pas... Et on va parler juste après, justement, on va finir après sur la partie enregistrement, et on va parler justement, parce qu'il y a une question de la régie de Jules qui... dit niveau LSM, est-ce que vous avez des features? Donc je traduis la question de Jules. Est-ce que vous avez des solutions justement d'enregistrement comme EVS qui permet, notamment dans le cas d'un match de foot, de faire in-out, de préparer une playlist et le réalisateur juste après il diffuse le ralenti du but qui vient d'être marqué ou pas. En tout cas, voilà. Est-ce qu'on peut en parler 2 secondes de ça, Pierre? Et justement, je mets le M-Replay à l'antenne. Voilà. Donc oui, ça c'est un logiciel qu'on a sorti et qui a été utilisé dans plusieurs situations. Aux Jeux Olympiques, ça a été utilisé aussi pour la production de matchs de foot, pour une grosse organisation de football, pour les arbitres, etc. Et de nouveau, ici, l'idée c'était pas de remplacer les solutions existantes, mais de venir avec une solution qui est vraiment, je pense, très simple à utiliser,
parce que le problème de ces LSM et autres, c'est qu'au niveau formation des opérateurs, ça prend quelques jours avant de pouvoir se débrouiller. Tandis que sur nos logiciels, nous on voulait quelque chose qui soit vraiment très intuitif. Donc il suffit d'activer une source et puis on peut en très peu de temps faire un replay. Et on a au niveau, je vais le reprendre, je vais un peu, je vais le montrer. Ah, qu'est-ce que tu vas nous montrer? Je bascule en plein écran. Hop. Hop. Donc ça c'est Voilà. Ça c'est l'ancien modèle. Maintenant il est maintenant il est bleu, il est un peu plus joli que ça. C'est un des premiers modèles et du coup on a donc ça c'est Scaroy qui fait ça. Scaroy, ils font pas mal d'intégration avec du hardware, avec des boutons. On peut, grâce à une seule interface, on peut contrôler plein de choses. Mais donc nous on s'interfaçait avec eux afin de pouvoir proposer quelque chose, parce qu'on sait bien que dans le replay, ce qui est important, c'est d'aller très vite. Il faut pas, et du coup, le faire avec clavier et souris, c'est un peu compliqué, même si c'est possible. On a plein de raccourcis clavier, etc. Mais on s'est dit, le mieux, c'est quand même d'avoir ceci qui permet du coup de choisir la caméra qu'on veut voir, de se balader. Ici, c'est une roue, donc d'aller d'avant en arrière, de retourner. Donc c'est un peu complémentaire. Et ceci, c'est une petite barre qui permet de changer la vitesse de lecture. Donc quand on veut faire un replay, eh bien, on peut ralentir la vitesse de lecture de la vidéo. Donc voilà, ce n'est pas un LSM. Ça ressemble beaucoup au produit de VS. Enfin, après, comme tu dis, les uns se copient sur les autres, mais on essaie. De toute façon, à un moment donné, on ne peut pas réinventer la roue. Un pupitre d'opérateur qui fait des points d'entrée, des points de sortie, qui choisit ses caméras, à moins, voilà, on n'est pas encore à la Minority Report où on fait ça avec ses mains sur un écran holographique. Peut-être qu'un jour on y viendra, mais c'est pas encore le cas. En tout cas, merci au follow, Philippe Perquin. Merci pour tout. Je vois que le chat est très actif. Jules est très en forme, la régie de Jules. Hein. Bravo, en tout cas, tu animes le chat à la perfection. Merci. Donc, je vous l'avais dit, n'hésitez pas aussi à enfiler. Alors, peut-être que c'est moins facile pour toi, Léonard, puisque tu es sur ton téléphone. Mais Pierre, si tu vois des messages, voilà, n'hésite pas aussi à prendre la parole et à répondre au chat directement. Hein. Je ne suis pas obligé, moi seulement, de faire l'animation, même si c'est mon rôle. Ok, alors Emery Play, est-ce que tu as une interface à nous partager, à nous montrer en quelques secondes de Movie Recorder ou d'Emery Play? Voilà, parce qu'on vous a, en tout cas, vous, pour l'audience qui ne connaissait pas Softron, effectivement, Pierre va nous partager une interface. Alors, à savoir, j'en profite parce que je le sais, si vous avez un Mac, vous pouvez quasiment télécharger tous les logiciels et les utiliser en mode démo. Voilà. Après, il y a des limitations, bien évidemment, parce qu'il faut que Pierre puisse vivre de son travail et de son équipe, clairement. Mais par contre, c'est vrai que quand vous voulez maqueter comme Léonard l'a fait, ou vous-même tester toutes les fonctionnalités, elles sont toutes actives en fait. Donc vraiment, vous pouvez tester sur Mac l'intégralité des logiciels de Softron et vraiment vous faire un avis avant d'acheter. Et après, passer bien évidemment par le réseau de revendeurs qui apportera son expérience supplémentaire. Mais franchement, ça, c'est plutôt pas mal de pouvoir tester ça et c'est l'écosystème Mac. Et je rebondis aussi ce que tu disais tout à l'heure, Pierre. Léonard, il l'a souligné, il a dit ouais, en 90 minutes, c'est bon, j'ai mis un opérateur derrière, il a compris comment ça marchait et boum, il a bossé. Léonard, c'est un point fort pour toi d'avoir finalement des solutions qui sont simples à exploiter et qui derrière ne génèrent pas de problème d'exploit? Bah oui, enfin, je pense que la réponse est dans la question. Évidemment, après, dans soi, ça va très bien dans l'écosystème Apple, qui est très centré utilisateur. Et ça permet d'avoir aussi des gens plus généralistes. C'est-à-dire que moi, ça m'a permis de ne pas prendre un opérateur. J'ai pris quelqu'un qui est technicien, qui sait me faire un petit peu de réseau, entretenir les serveurs et tout ça, et donc qui fait l'opérateur à côté sur ce plateau-là. Donc ça me permet d'avoir quelqu'un de plus polyvalent et moins spécialisé. Donc ça a un vrai impact. Voilà, je peux pas être opérateur sur des grosses solutions, c'est un boulot à 100%, une formation à 100%, les mecs sont certifiés, ainsi de suite. Là, ça me permet d'avoir quelqu'un qui a une bonne compréhension générale, de prendre en main la solution. Il y a un outil de monitoring qui est super clair. Si jamais on est en train de consommer trop de ressources et tout, on a des alertes qui tombent. Donc là, c'est top. Vert, c'est bon. Rouge, c'est pas bon. On va pas se casser la tête et c'est bien. C'est ce qu'il faut faire.
Ouais, c'est cool. Ça, c'est vraiment la philosophie que j'adore moi chez Softron et je vous invite sur le chat à tester si vous l'avez pas, à acheter un MacBook Pro. On va en parler juste après. On va juste finir cette partie-là sur l'ingest. Donc l'ingest, je répète ce que c'est l'enregistrement d'un flux vidéo qui viennent d'un câble SDI, d'un flux NDI aussi, puisque je sais que sur le chat vous avez aussi une communauté des gens qui utilisent les workflows NDI. On a fait une émission précédente sur la production vidéo en réseau. Le NDI a quand même un bel avenir devant lui. Et Movie Recorder est un logiciel qui permet de directement récupérer plusieurs flux NDI dans une seule et même machine. C'est ça l'intérêt. Vas-y Pierre, si tu veux partager ton écran. Ouais. Alors, je vais devoir aller vite parce que il y a un truc que j'ai pas prévu. C'était screen sharing. Ça, on commence. Alors, avant que peu de place sur mon disque dur. Oui. Ah oui, t'es sur le multiview là. On ne voit pas ton. Hop, voilà. Voilà. Alors, juste une question de Mullet Boy qui dit rien d'envisageable sur Mac Mini Intel. Est-ce que vous supportez les Mac M1? Est-ce que tu supportes les Mac M1 avec tes solutions, Pierre? Oui, bien sûr. Les Mac M1 sont supportés et sont vraiment très, très optimisés. Donc là, au niveau des Mac M1, en fait, ce qui est important, donc les Mac M1, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'architecture a changé. Je vais peut-être repasser, du coup, si j'explique ça en Non, attends, on va l'expliquer après, justement, sur les MacBook Pro. Ah, ok. On va finir. Alors, Mullet Boy, on revient sur ta question juste après, parce qu'effectivement, ça va permettre de faire un lien entre les nouveaux processeurs Apple qui sont sortis, et Apple et Softron ont des choses très intéressantes à nous dire, justement, sur les performances de certaines architectures et de ce qu'on peut en attendre, en tout cas sur Mac. Et pour un rapport qualité-prix qui, honnêtement, dépasse l'entendement, en fait. Restons sur mReplay. On te regarde, Pierre. Ouais, donc rapidement pour montrer l'interface de mReplay, donc comment ça va se passer. De nouveau, on a une carte vidéo avec plusieurs entrées qui est connectée. Je vais créer une session. Alors je vais me mettre en proxy parce que j'ai vu c'est ça que je disais, il me restait pas beaucoup de place. Donc on va aller vite. J'aurais dû me faire un peu de place sur mon Mac. Et là, je vais me créer une session. Sur la gauche, j'ai ma liste des entrées, ma liste de sorties. Et je vais me créer, donc je vais me changer l'interface pour me dire, tiens, je vais faire quelque chose avec 3 viewers, comme ceci. Okay. Je vais mettre ma sortie dans ce viewer-là, et mes 2 entrées ici. Première entrée, et deuxième. Donc j'ai ma caméra 1, caméra 2. Et là, en fait, je suis en train de faire du replay. Donc vous voyez que c'est assez simple à utiliser. Je peux masquer ceci comme ça, hop, comme ça. Et je peux utiliser les fameux raccourcis clavier JKL, ou ce que j'avais montré, l'interface Carol, pour contrôler. Donc là, j'ai arrêté le playback, et je reviens en arrière. Et je peux commencer à rejouer au ralenti mon playback. Et je peux changer tu choisis ta source en fait. On voit là un rectangle rouge qui choisit la source sur laquelle tu vas faire ton in et out, c'est ça? C'est ça. Et là, je change de caméra. Donc ici en dessous, on a les sources. Et là, on a la sortie qu'on voit. D'accord? Et je peux, donc sur ma sortie, on peut voir que je peux changer de caméra et dire je veux envoyer la caméra 2, la caméra 1, pendant que je suis en train de faire le replay. Et donc là, on voit le délai, je suis à 30 secondes par rapport au temps réel. Et puis à tout moment, hop, je peux revenir en temps réel. Et donc là, c'est le signal qui rentre. Et puis de là, on peut mettre un point in. Hop, j'appuie sur I pour mettre un point in, j'attends un petit peu. Je mets un point out. Et ça m'a créé un clip ici que je peux après aller rappeler simplement en faisant un double clic. Et hop, je vais rejouer ce clip-là. Ou je peux le mettre dans ma playlist. Et cette playlist-là, je peux ensuite aller la jouer. Pour faire des highlights par exemple. Donc les highlights, c'est à la fin d'un match, on veut rejouer certaines parties qui ont été importantes, et puis tout ça je peux l'exporter, les clips. Donc ce sont des clips. L'avantage aussi, c'est que les sessions sont des clips vidéo qu'on peut aller revoir. On peut même utiliser ce qui est en train d'être enregistré par mReplay dans la solution de montage directement. Et puis on exporte ça. Enfin voilà, donc vous voyez que c'est assez simple d'utilisation. Je vous ai montré 5 minutes et je pense que vous avez compris l'idée en tout cas. C'est ça, ouais. En plus ça ressemble. Alors moi je connais les autres logiciels et effectivement il y a quand même un design qui est uniforme entre mReplay, Movie Recorder. Enfin vous avez vraiment d'un logiciel à l'autre chez vous, on n'est pas perdu en fait. Oui, c'est ça. Parce que là, je reprends Movie Recorder, donc c'est le logiciel d'Higgins, et comme tu dis, tu vois que ça se ressemble. Ce qu'on voit ici, de nouveau, c'est la liste des sources. Alors, j'ai vu qu'il y avait eu des questions par rapport au NDI, disant qu'il n'y avait pas besoin de hardware, justement, NDI. Effectivement, le NDI est très très souple, parce qu'il permet de récupérer. Je n'en ai pas ici. N'hésite pas à zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux peut-être sur le... Ouais.
Voilà, si tu peux zoomer un tout petit peu, voilà. Merci pour l'audience. Voilà. Voilà. Donc ici, je vois la liste des sources locales. Ce qu'on dit local, donc c'est les cartes vidéo, comme j'expliquais, qui sont connectées au Mac. Les sources NDI, donc là, si j'ai un NDI, je ne sais pas c'est quoi cette source NDI, on va un peu voir. Eh bien, je peux avoir accès à cette source NDI. Et les sources en remote, c'est d'avoir un autre movie recorder qui tourne sur le réseau et de pouvoir le contrôler à distance. Et ça, l'avantage, c'est de se dire, tiens, voilà, je vais avoir 6 canaux qui sont enregistrés sur un ordinateur, j'en ai 6 autres sur un autre, ou 12, et ensuite, une seule interface, d'un seul ordinateur, je vais contrôler tous mes canaux sur tous mes ordinateurs. Ok, ouais, c'est presque plug and play, c'est user-friendly, comme j'aime bien dire. Oui. Quand même. Et ici, on peut de nouveau choisir, c'est là qu'on voit le nombre de viewers, c'est comme ça qu'on les appelle, qu'on veut voir en un coup. Et donc ça dépend du nombre de canaux qu'on va enregistrer. Donc si on en prend 8, après on a tout des layouts. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, par exemple, avec un Mac Pro, ou même avec un Mac Mini M1 en termes sur une seule et même machine, jusqu'à combien de flux on peut enregistrer? Alors, eh bien, effectivement, ça va dépendre du Mac qu'on utilise. Le plus gros Mac Pro actuellement, donc le Mac Pro qu'on a vu là derrière, le 28 cœurs, permet d'enregistrer 28 canaux en 1080i 50. 28 donc canaux, les gars. 28 canaux. C'est un truc de gueudin, quoi. Alors oui, ouais. Vas-y, dis-moi. Et en fait, ensuite, de là, en connaissant le nombre de canaux en 1080i 50, donc ça fait 25 frames par seconde, puisqu'on s'en a demi-frame, en connaissant ce qu'on peut faire, on se dit, donc en 1080p 50, j'en fais, disons, 30. Si on voit, je vais en faire la moitié en 1080p 50, parce qu'il y a 2 fois le nombre de frames. Donc là, on passe à 15, et puis le 4K, c'est 4 fois un signal HD. Et c'est assez linéaire. Bon, après, il y a des nombres de canaux, il ne faut pas prendre ça comme ça, mais c'est relativement linéaire, donc on peut faire ces calculs très rapidement. En connaissant le nombre de canaux qu'on peut enregistrer en 1080p 25, on peut savoir combien on pourrait en faire en 50, et puis si on divise pour avoir en 4K, etc. Ensuite, voilà, en 4K, eh bien, on est à 3 canaux, si je ne m'abuse, en 4K 50p. Parce qu'il faut savoir, du coup, qu'un canal en 4K 50p, ça va représenter 8 canaux 1080 50. Donc ça fait beaucoup plus. J'espère qu'on n'a pas perdu l'audience avec toutes ces explications. Oui. Désolé. Mais bon, en gros, plus voilà, il y a de pixels, plus il y a d'images et plus c'est consommateur, ouais, c'est ça. C'est ça, voilà. Et sur un Mac Mini, on peut faire 6 canaux HD sans problème, en ProRes ou HEVC. Alors on va en parler justement, donc on va dériver un peu sur l'actualité Apple et on reviendra après sur la suite des solutions de Playout. Apple, alors on va aller sur cette fenêtre là. Je sais qu'on en a un petit peu parlé avec Léonard aussi. Et alors je sais pas, attendez. Où est mon truc? Voilà. Je reviens en arrière. Tac, tac, voilà. Donc, Léonard, je t'ai partagé avec moi, ou ça peut être Pierre, ça dépend qui prend la parole. Nous avons donc la semaine dernière, pour ceux qui n'ont pas suivi, mais si tu es dans le milieu professionnel et que tu n'as pas suivi, c'est quand même dommage, mais ça m'étonnerait que tu n'aies pas entendu parler des nouveaux MacBook Pro que Apple a enfin sorti avec justement les processeurs, donc basés sur l'architecture que vous voyez à l'écran. Apple a sorti il y a un an, ils ont fait un contre-pied à Intel total en designant leur propre processeur, et comme on le disait tout à l'heure avec Pierre, de fait de concevoir leur propre machine et maintenant leur propre processeur, forcément les machines sont super optimisées. Et pour un prix en plus qui a chuté, puisqu'on a pu observer que les MacBook Pro, les MacBook Air, les Mac Mini sur ces processeurs M1 sont quand même moins chers que les mêmes machines avec de l'Intel. Je sais pas, t'as une explication toi Pierre là-dessus, toi qui fais du développement, est-ce que ça te semble logique justement et... Oui, au niveau de tarif, oui, ça semble logique, comme tu dis. L'avantage maintenant, et c'est ce qui a pu être vu depuis longtemps en fait sur les iPhones et iPad, c'est que Apple est maître aussi bien du hardware que du logiciel. Donc, il faut savoir par exemple, une architecture Intel, elle est faite pour certains process et elle doit pouvoir répondre à certains, on va dire, cahier des charges.
donc pouvoir répondre à certaines choses. Tandis qu'Apple, et ils doivent contenter un peu tout le monde. Intel, ça doit pouvoir fonctionner avec les Mac, etc. Tandis qu'Apple, comme il est maître de tout, il peut se dire du jour au lendemain, et c'est le grand avantage, tiens, en fait, ce truc-là, on n'en a pas besoin, on va changer. Et on va faire une partie qui est plus optimisée. Ils n'ont pas à se soucier de se dire, tiens, oui, mais il y a tel fabricant qui utilise aussi nos puces et il va peut-être pas savoir s'adapter. Donc là, ils sont vraiment souples et ouais, ils investissent en R&D. Je pense qu'au niveau tarif, ça va rester imbattable pendant un moment. Après, je pense qu'il y en a d'autres qui vont s'y mettre aussi au niveau des puces pour pouvoir essayer de rivaliser. Mais c'est vrai qu'ils ont frappé un très gros coup là avec les M1 Pro et M1 Max. Quand on voit la puissance par rapport à la consommation, c'est assez impressionnant. C'est ça, alors on va en reparler un petit peu après. Je voudrais juste avoir aussi toi ton sentiment, Léonard, sur cette sortie de machine. Est-ce que toi c'était quelque chose que tu attendais? Et si oui, voilà, est-ce que tu peux commenter à chaud cette sortie de machine Apple? Alors oui, c'était vraiment quelque chose que j'attendais. C'est d'un point de vue fiabilité, une maîtrise de chaîne qui est super appréciable. On retourne un petit peu à ce qui se faisait au début de l'audiovisuel. C'est vrai que là, empiler des composants, rendre tout compatible pour les éditeurs, et c'est super compliqué. Pour les supports, c'est super compliqué. On se retrouve dans des questionnements qui sont longs, avec trop de chaînes de fabrication. Nous, on attendait vraiment ce type de solution pour dire, bon ben voilà, soit c'est le fabricant du hard, éditeur de l'OS, soit c'est l'éditeur de la solution qu'on exploite dans cet OS qui a un souci. Mais limiter le nombre d'interlocuteurs dans une chaîne technique, si tu veux, c'est vraiment assurer en fait un délai de réponse qui est très court, et enfin, voilà, le temps médiatique il est très court. Et pour nous, c'est la bonne solution. C'est-à-dire, voilà, c'est peut-être un tout petit peu plus cher qu'aller challenger tous les constructeurs de PC, mais franchement, un gain Ouais, mais opérationnel, c'est sur le quelque chose temps, qui est super appréciable. on le voit, tu disais, j'ai ressorti un Westmer de 2009 qui a parfaitement fonctionné pour faire la démo du workflow Softron que tu voulais faire. Donc c'est-à-dire que tu pourrais même envisager de mettre une machine avec 2, 3, 4 canaux qui fonctionnerait parfaitement pour faire le job en fait. Donc en dehors de la Bien sûr. limitation de l'OS, peut-être, effectivement, tu peux pas mettre le dernier OS. Quoique. Je pourrais vous montrer dans un autre stream comment on peut prendre un vieux Mac et, entre guillemets, mettre des Catalina sur des machines qui sont pas censées être supportées. En tout cas, il y a des gens qui font ça très bien et moi je le dis parce que j'ai des enfants avec des vieux Mac que je recycle et c'est bien quand même de pouvoir mettre à jour ça et de donner, bah, c'est toujours pareil, de pouvoir prolonger la durée de vie de ces équipements. Mais ça va dans le sens de ce que tu dis, Léonard. Clairement. Alors attendez, une question. Attends, je repasse sur le chat 2 secondes. Mullet Boy qui dit dans des workflows nécessitant des enregistrements longue durée, quelles sont les solutions de stockage que vous envisagez derrière? Ah, c'est peut-être une question pour Léonard ça. Des NAS classiques type Synology ou des simples performants full SSD? Léonard, est-ce que tu as un conseil avisé à donner à l'audience? Oui, alors en tout cas là on va y aller un petit peu. Dans les tests qu'on a fait, on a totalement déqualifié le file system David. En termes de SAN, on a fait du Nexus, de l'ISIS, tous les modes de formatage possibles. Au final, le choix qui a été fait, parce qu'il ne faut pas dénigrer du tout Synology, qui est en train de progresser en gamme, mais très fortement avec un OS qui est malin, une interface, voilà, on parlait de simplicité d'interface utilisateur, je crois que là on est vraiment dedans, des produits de réplication natifs qui sont hyper performants. En gros, un NAS Syno avec des disques flash à côté. Voilà. Tout ça Ouais, connecté ça en fait 10 le gigabits job. sur un réseau, c'est très très performant. Ouais. Pas C'est vrai que le besoin rapport d'aller qualité-prix, chercher des SAN. il est vraiment bon. Ouais. Le seul truc qu'on peut dire, Ouais. reprocher à Synology, et j'ai échangé ça aussi avec toi et avec d'autres personnes, il y a cette espèce de petit disque qualifié Synology vendu sous la marque Synology qui ne sont pas des disques durs Synology, qui sont facturés 30, 40, 50% plus cher que les autres disques. Ça, je sais pas si c'est cette stratégie à moyen terme de Syno, on va pas en parler pendant cette émission, mais 2 secondes si tu as un avis là-dessus. J'en connais d'autres qui ont fait ça dans le passé, ça leur a pas forcément réussi. Non. Hmm. Non, moi je pense que justement les écosystèmes ouverts, c'est assez important au niveau du hard. Ça permet un petit peu de challenger et parfois de bénéficier de dernières techno. Hmm. C'est-à-dire que si Synology, en fait, comme en fait ils redistribuent en marque blanche, ça va être n'importe quoi, hein, du Western, du Crucial, ce qu'on veut derrière, je sais pas. Mais si d'un coup leur constructeur qui a derrière prend un petit retard technologique,
eux-mêmes vont être impactés en fait sur la qualité de leur système. Et ça, c'est vraiment tout le danger pour des boîtes comme Sino, je trouve, d'essayer de dire ok, je vends mon truc. Et le pire, c'est qu'ils disent je vends mon truc et je verrouille. Alors là, ils peuvent se retrouver à un moment super coincés parce que si le constructeur qui est derrière n'a pas finalement investi sur la bonne techno, il se retrouve. Ouais, puis en face, il y a de la concurrence. Il y a aussi une marque qui s'appelle QNAP, voilà, qui est clairement le challenger en face. Et c'est deux marques qui se foutent sur la gueule, hein, on peut le dire. Hein. Donc voilà, mais pour répondre à la question de Mullet Boy, oui, donc en gros, des Synology par exemple en réseau, alors en 10 Go minimum, j'imagine, en termes d'interface réseau. Non, Voilà. même pas. C'est 10 gigas, c'est pour se faire plaisir. Hein. C'est pour faire une config qui va faire de la 4K en fait. Mais tu vois, tu es sur 8 flux en 50 mégabits, c'est 400 mégabits. Ça tient en giga, ouais, c'est vrai. C'est vrai que pour pas cher, on peut le faire. Ou alors, Ouais. pour répondre aussi à Mullet Boy sur une station, tu prends un Mac Pro, voire même un Mac Mini, bah, tu mets un stockage en Thunderbolt derrière, avec 4 disques, un petit RAID, et là, ça fait la plaisanterie avec pas mal de flux. Hein. Donc voilà, je crois qu'on a Pierre, tu es figé Pierre à nouveau depuis tout à l'heure. Donc, Ah, non. voilà, c'est magnifique. Ou alors encore Ouais. tu fais la statue, ne bougez pas. Hop, c'est le mannequin. Pierre nous fait le mannequin challenge en direct sur, Bon. sur, On va reconnecter. sur le monde de Dayo. J'arrive. Merci. Merci. On te laisse revenir. Je reste avec Léo justement. Alors tiens, tu vois Léo, on est sur la page donc, en détail des deux types de processeurs que Apple a sortis. Donc il y a le M1 Pro et le M1 Max. Donc il y en a un, enfin ils ont tous les deux le même nombre de corps CPU, 8 plus 2. Par contre ce qui change c'est les GPU et la mémoire unifiée. Je sais pas si toi Léo tu as un avis là-dessus ou si Pierre peut-être a plus d'informations techniques sur l'intérêt de cette techno. Sur la mémoire unifiée, Ouais. oui, c'est hyper intéressant parce que nous on voit. Donc la mémoire unifiée, c'est quoi? C'est que le GPU, donc ce qui gère l'affichage graphique, etc., et le CPU, donc le processeur qui va plutôt faire des calculs mathématiques, partagent la même mémoire. Donc ils ont accès à la même mémoire. Ce qui est différent de tous les autres, des Mac Intel, etc., où il va y avoir, vous savez, sur votre ordinateur, enfin, la mémoire RAM, donc ça c'est ce qui en général est utilisé par le CPU, le processeur mathématique, pour stocker les informations auxquelles elle a besoin d'avoir accès rapidement. Et sur la carte graphique, il y a aussi de la mémoire. Et en fait, les temps de transfert, puisque parfois, évidemment, il faut copier un truc de l'une à l'autre. Nous, par exemple, dans nos logiciels d'habillage dynamique, on a ça pour faire des graphiques, etc. Eh bien, on doit aller envoyer sur la carte graphique, quand on veut faire un rendu, par exemple, d'une image, on doit envoyer sur la mémoire de la carte graphique les images que l'on veut traiter, lui demander de faire le traitement, et puis les récupérer. Et il faut savoir aussi que typiquement sur les cartes graphiques standards, c'est très rapide d'envoyer parce que eh bien c'est le but d'envoyer des images et puis en fait que la carte graphique elle-même affiche à l'écran. Mais récupérer de la carte graphique pour après nous traiter ce que la carte graphique aura fait, c'est assez lent. Donc c'est là où on perd beaucoup de temps dans les process habituels, c'est d'aller récupérer de la mémoire de la carte graphique, récupérer ce qui a été fait, pour pouvoir le ressortir sur une carte Blackmagic, en NDI, etc. Tandis que ici sur les M1, cette mémoire est partagée, donc le processeur et la carte graphique, il n'y a pas besoin de faire des copies de l'un à l'autre. Et du coup, ça optimise vraiment les performances. On le voit d'ailleurs en termes de performance. Alors c'est ce que je disais. Regardez sur le slide suivant, on a donc le CPU, c'est la même chose et on voit effectivement jusqu'à 16 cœurs pour la version M1 Pro, 32 cœurs pour la version M1 Max. Et alors, qu'est-ce que c'est moi, j'ai pas compris cette notion-là, mais peut-être que Léo ou Pierre, vous savez. Le Neural Engine 16 cœurs. Qu'est-ce que c'est le Neural Engine? Parce que même avec tout le truc marketing qu'ils ont sorti, j'ai pas compris à quoi ça servait en fait. Ça sert à quoi? Vas-y, je sais pas si... Léonard? Non, moi, si tu veux, tel que je l'ai compris, c'est comme quand Nvidia te met des Tensor Core dans les cartes graphiques, c'est-à-dire le Neural Engine, c'est un réseau de neurones pour apprendre, en fait, exécuter une IA. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que là, ça en fait un super ordi développeur qui bosse sur IA, clairement. C'est-à-dire que tu peux te monter un lab, tu as pas mal de cœurs, tu peux te faire pas mal de réseaux virtualisés. Donc, en fait, tu sais, quand tu fais de l'IA, en fait, tu as plusieurs machines qui vont faire le test et en fait, tu as un quorum qui va te dire, OK, bon, ben voilà, j'agrège les données et pouf, c'est la bonne moyenne et c'est comme ça que tu bosses. Donc, moi, c'est comme ça que je l'ai compris.
Après, je pense que je le comprendrai mieux quand je verrai les applications qui tomberont derrière. C'est ça, oui. C'est ça. Parce que des fois, il y a un fossé entre l'argument marketing et l'applicatif derrière. Même si, Ouais. bon, les premiers usages de tout ça, de cette architecture qui est très intéressante. Mais en tout cas, bon, ok, donc si je résume ce que Et j'ai bien donc, compris. Ouais, vas-y, Pierre. le Neural Engine, c'est pour oui, l'intelligence artificielle, tout ce qui va être traitement des données, intelligence artificielle et tout ça. Donc, c'est d'avoir un processeur qui est vraiment dédié pour ça, parce qu'un peu comme je disais tout à l'heure par rapport au fait d'Intel qui doivent gérer les utilisations de tout un chacun. En fait, si on essaie de faire un processeur qui doit répondre à tout type de process, il n'est pas très optimisé. Et c'est pour ça qu'il y a ces Neural Engine, il y a les GPU, les CPU. Le Neural Engine, c'est un processeur en fait, mais qui est optimisé pour gérer les instructions de. Alors là, justement, tu donnes la transition idéale pour aller sur cette slide-là. J'avance, alors pas celle-là. Voilà, sur celle-ci justement, en parlant de processeurs optimisés. Apple avait sorti en 2019 avec les Mac Pro, donc ça je le dis à l'audience ceux qui ne le savent pas. Après il y a des questions, on y répondra. Je vois que nous avons BabyDoc, notre expert réseau Marc Alonso qui est arrivé, parce que dès que tu parles réseau, forcément tu as Marc Alonso qui arrive. Il vient nous envoyer des questions pièges. Hein, ça sera pour Léonard à y répondre, tiens. Bref, donc revenons sur notre histoire alors, dans l'audiovisuel en tout cas, il y a quand même un codec qui fait plus que l'unanimité, c'est l'Apple ProRes. Alors, on avait appris notamment peut-être avec Avid que le ProRes, je ne sais pas s'il a été issu du DNX que Avid avait sorti, parce qu'Avid avait sorti son codec gratuitement, et je crois qu'il n'y avait pas de droit là-dessus. Après, je ne sais pas si Apple a pompé ou pas, comme tu disais Pierre, les gens s'inspirent en tout cas largement, peu importe. Toujours est-il que le ProRes aujourd'hui, c'est quand même le codec de référence de la production audiovisuelle pro qualitative, avec plusieurs niveaux de qualité. Et dans le Mac Pro 2019, ils avaient sorti une carte, comment ils appellent ça, Afterburner, c'est ça? Elle s'appelle comme ça, je crois. Ouais. C'est ça. Qui permettait globalement de soulager le CPU, si je dis pas de bêtises, pour le décodage des flux ProRes, c'est ça? Sauf que là, on a une différence, et tu vas peut-être pouvoir nous commenter la différence sur l'architecture M1. Enfin, c'est pas que M1 d'ailleurs, c'est qu'ils ont effectivement rajouté un processeur dédié pour le traitement de ces flux, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc oui, ça c'est vraiment une excellente nouvelle par rapport à ces nouveaux processeurs M1 Pro et M1 Max, c'est que ils ont des processeurs particuliers qui sont optimisés pour encoder le ProRes. Donc ce codec qui est utilisé dans les mondes professionnels et des benchmarks qui ressortent, c'est assez impressionnant le nombre de canaux qu'ils peuvent faire. Puisque j'avais lu qu'ils pouvaient lire, si je ne m'abuse, j'essaie de revoir les chiffres ici, mais je pense qu'ils parlaient de 20 canaux en 4K. Donc et 7 en 8K, donc c'est des chiffres qui sont impressionnants. Oui, qu'on voyait effectivement. Ouais. Et donc on voyait, il y a ces Mac Pro qui sont sortis en 2019, qui sont là derrière, qui avaient les cartes Afterburner qui faisaient la même chose en fait, qui optimisaient la décompression du ProRes et qui permettaient d'avoir à peu près les mêmes chiffres, même un peu inférieurs, mais elles ne faisaient que la décompression. Et la bonne surprise d'Apple ici a été, ça faisait longtemps qu'on demandait à Apple de pouvoir faire aussi l'encodage en ProRes, parce que nous, au plus on peut encoder de canaux, au plus on est content, mais elle ne faisait que la décompression, et donc on est très content de voir que sur les M1 Pro et M1 Max, ils ont des processeurs qui gèrent à la fois la compression et la décompression. Et le nombre de canaux est absolument c'est impressionnant. Délirant, et du coup, par rapport, donc il y a ces accélérations matérielles, c'est un peu ça qu'on peut dire. Il y a pour le ProRes, mais il faut savoir, parce que aussi je pense que ça intéresse plus d'un, parce que le ProRes, c'est un codec qui est très bien pour le montage, mais c'est pas trop pour l'archivage, ça utilise quand même beaucoup d'espace disque. Donc il y a pour l'encodage H264 et HEVC, il y a aussi de l'accélération matérielle. Et ça, c'est Intel qui a commencé ça sur leur processeur, avec une technologie qui s'appelle QuickSync, qui avait du coup un processeur dédié sur leur processeur Intel, qui faisait l'encodage H264 au début, et puis après HEVC. Et qui permet du coup, l'avantage de ça, c'est que ça permet, quand on fait de l'encodage H264 ou HEVC, dans ce cas-là, de laisser le processeur libre pour faire d'autres choses. En fait, quand on voit sur les ordinateurs qui ont une accélération matérielle pour l'un ou l'autre codec, H264, HEVC, ProRes, eh bien nous, quand on va faire
de l'encodage, on va voir qu'en fait le CPU, le processeur, il va faire quasi rien. Parce que tout est pris en charge par cette accélération matérielle. On a tous l'habitude sur Mac de lancer 40 milliards de trucs en même temps. Pendant que tu es en train de lancer ton encodage, ton export, tu es en train d'ouvrir 40 trucs différents. Et c'est vrai qu'on est un peu habitué à ça sur Mac, mais c'est de plus en plus impressionnant en fait. Parce que c'est ça. Ouais, c'est ça. Je sais que Léo, t'aimes bien. T'es sur Mac toi aussi, toi, en termes de poste de travail, non? Ou PC, toi? Non, on est full PC. À titre perso, je suis sur Mac. Après, c'est vraiment du schéma économique. Voilà. D'accord. Ok, excuse-moi Pierre, donc c'est architecte. Alors je vais revenir sur ce tableau. Le tableau qui est là, on voit effectivement, alors c'est un youtubeur très connu qui a sorti une vidéo hier, je me rappelle plus de son nom, tu me l'avais dit Pierre tout à l'heure. René Ritchie. René Ritchie, voilà, qui a fait des benches en fait, et c'est là que c'est hallucinant, et c'est là qu'il faut se rendre compte de ce que vraiment cette architecture apporte. Vous voyez qu'il a comparé effectivement des temps d'encodage de flux, alors je sais plus c'était quoi la durée, mais peu importe de la durée du fichier, on voit le ratio du même fichier qui passe sur un Intel i5, un i9, un MacBook un M1 13 pouces et un M1 Max avec 32 corps GPU. Donc vous voyez le ratio entre 27 minutes, 23, 11 minutes et 6 minutes. Donc on est quand même, on est 5 fois plus rapide quand même pour juste du H264. Et encore, il n'a même pas testé du HEVC. Je serais curieux de voir le HEVC parce que comme tu le disais Pierre, c'est le HEVC H265 qui est aujourd'hui plus supporté que ça. On continue après sur le ProRes et c'est là où on prend une grosse claque. 39 minutes de temps d'export, 27 sur un i9. 13 minutes sur un M1 déjà c'est pas mal, mais alors là 2 minutes 54 là c'est un truc de gueudin quoi, c'est 20 fois plus rapide sur un M1. Donc là clairement ce que tu viens d'illustrer Pierre sur l'utilisation et l'optimisation de l'encodage, décodage, je pense que alors déjà sur les MacBook Pro c'est une révolution, mais sur les machines à venir que ce soit les iMac, voire peut-être un Mac Mini Pro ou un Mac Pro M1 ou M2 ou M3, je pense que la production visuelle ne peut que se réjouir de cette architecture, non? Oui, c'est ce qu'elle permet. Je suis de nouveau figé, tiens, décidément. T'es figé. Je vais terminer challenge mon numéro 2 explication. avec Pierre. C'est ça. À chaque fois que je me redéconnecte. Je vais terminer. Mais oui, ça va permettre vraiment beaucoup par rapport. Quand j'ai montré par exemple Replay tout à l'heure, et bien sur mon MacBook Pro actuellement, comme c'est du ProRes, je peux faire. Parce qu'en fait, lors du replay, tous les canaux qu'on enregistre, évidemment, on doit les décompresser aussi. Donc, par exemple, si j'avais 2 canaux tout à l'heure, on a encodé 2 canaux en ProRes et en même temps, on les décompressait. Ce qui est finalement beaucoup de ressources. Donc ça, sur un MacBook Pro, typiquement, on pouvait faire 3 canaux en HD, mais voilà, c'est pas plus. Tandis que là, ça ouvre vraiment les possibilités, par exemple, d'avoir au niveau du replay et de l'enregistrement, d'avoir des stations mobiles. Un MacBook Pro, vous arrivez, 8 canaux, je pense que ça fera aucun problème d'enregistrer 8 canaux en HD, même en replay. Donc ça ouvre les possibilités. On a déjà pas mal de demandes. Aussi pour le replay, pour le VAR, etc. Donc alors attends, c'est là aussi on peut regarder, pour finir les commentaires sur ce tableau, j'ai basculé sur Léonard parce que tu es figé, comme ça je te laisse te reconnecter. On voit aussi l'utilisation de la batterie. Alors ça veut tout dire en fait, parce que finalement, et j'aime bien toujours aborder cette notion où on peut chacun lit ça comme il veut, mais on voit effectivement par exemple le pourcentage d'usage de la batterie, ce qui reste à la fin de cette tâche qui a été processée. Donc on voit qu'effectivement la batterie du portable qui a été utilisé est tombée à 22% sur un i5, à 25% sur un i9. Le 13 pouces, il lui reste 80% de sa batterie avec, et là le M1 Max il reste encore 90%. Donc ça veut dire deux choses, c'est que c'est super optimisé déjà, ça consomme peu d'énergie, processeur, et donc en termes d'électricité pour une machine mobile, déjà c'est génial. Puis c'est pareil, en termes de consommation électrique, finalement, c'est là où je suis un peu bluffé, je sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais on arrive finalement à faire toujours plus puissant aujourd'hui, en consommant moins d'énergie d'électricité, donc c'est un petit côté, je mets des guillemets, vertueux quand même, non? Bah oui. Oui. Bah oui, non, je le sais. Mais personne ne veut se mouiller sur le débat là-dessus ici, si allez-y. Non, c'est ça qui est impressionnant parce qu'on parle, là on a parlé beaucoup des performances, qu'on peut faire plus de canaux, etc. Mais si pour ça, il fallait avoir des machines qui consommaient plus d'électricité, c'est vrai qu'au niveau écologique c'est pas terrible, mais aussi au niveau, ça demande de la ventilation. On a tous entendu nos Macs qui ventilaient quand on leur demandait beaucoup. Et ça c'est un gros point aussi, c'est quand même hyper agréable d'avoir quelque chose qui va consommer, en fait, qui a plus
plus de puissance, mais en consommant moins. Donc c'est génial. T'es encore figé, Pierre, c'est pas grave. Je sais pas ce qui débloque, mais c'est pas grave. Je m'amuse avec la réalisation et puis avec Léonard. Ok, je te laisse te reconnecter, te remettre à nouveau si tu veux. Je sais pas ce qui débloque, mais c'est pas très grave. On est sur Twitch, c'est en direct, mais on s'en fout, on t'entend bien, c'est le principal. Et puis on a une belle photo figée de toi qui est pas mal non plus à chaque fois, donc moi ça me va en tout cas. Ah, te revoilà. Ok, donc alors pour finir, attendez, est-ce que j'avais encore une illustration ou pas? Je crois pas. Si, on va repasser sur ce slide-là. On voit effectivement, voilà, il y a Apple publié. Alors à chaque fois qu'il publie des graphes, faut toujours se méfier, mais en même temps. On voit bien que les premiers tests qui tombent de nombreux youtubeurs qui ont commencé à recevoir leur machine. Alors moi je recevrai aussi dans une semaine et demie, je vous l'annonce sur le chat. Donc on a commandé une grosse machine M1 Max avec 2 Tera, 16 pouces et tout. Donc en fait on va faire certainement une émission spéciale avec cette machine. Pour justement comparer ce qui est comparable, non pas seulement des benches de GPU, bench ou des choses comme ça, mais vraiment prendre une timeline dans les outils de montage préférés et comparer effectivement d'une machine à une autre, que ce soit du Mac Pro, du MacBook Pro qui va arriver à ma Max, ça peut être aussi sur du PC, clairement comparer toutes ces données là, parce que Apple, voilà, quand il vous balance ce genre de graphe à l'écran, vous voyez bien qu'en fait, les tests aujourd'hui qui sont tombés de tous les gens sont unanimes. C'est violent en fait ce qui se passe en termes de résultats. Hein, Pierre? Ouais, donc là on est impatient de pouvoir aussi sortir nos benchmarks et montrer. Nous on a dans notre logiciel d'enregistrement, on peut faire des benchmarks automatiques qui permettent de mesurer en fait le nombre de frames par seconde qu'on parvient à encoder dans un codec particulier et un format particulier, mais aussi bon, ça reste des chiffres comme tu disais, les benches, ça reste des chiffres théoriques. Nous, ce qui est important, ce qu'on fait aussi, ce sont des tests réels, donc de connecter une carte et de recevoir le signal, d'enregistrer, parce que les benches, ça ne dit qu'une chose, ça ne dit que tiens, théoriquement, si tu fais rien d'autre, qu'est-ce que je peux faire? Mais et Léonard, il nous dira, l'utilisation réelle, c'est différent. La réalité, c'est d'autres emmerdes en fait que les benches, hein. Exactement. Ouais. C'est clair. Allez, on va continuer sur les. Alors, je sais pas si en tout cas vous avez quelque chose d'autre à rajouter tous les deux sur ça. En tout cas, moi, en tout cas, je suis ravi de retrouver, et même que Apple revienne en arrière sans le dire officiellement, sur le port HDMI, la prise jack, le MagSafe, voilà. Qui s'est jamais pris les pieds dans un ordinateur de portable? Moi, j'en ai eu un qui a volé. Un client un jour a mis les pieds dedans et mon portable a fait poubelle. Donc c'est un peu frustrant quand même. Le MagSafe, c'est dommage d'avoir à l'époque d'avoir abandonné ça. Je crois que il y avait aussi une raison peut-être technologique, Pierre, et, enfin, même si tu développes pas de hardware, mais c'est aussi l'épaisseur. À chaque fois, Apple voulait toujours réduire l'épaisseur, donc à un moment donné, les connecteurs et tout ce qui se met dedans, on peut pas réduire à l'infini sans supprimer certaines choses, non? C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Et là, on voit, il est plus épais, en tout cas sur la tranche. Je ne sais pas si la différence d'épaisseur n'est pas énorme non plus. Hein. Mais en tout cas, au niveau de la forme, on voit que c'est plus arrondi maintenant, et du coup, ça permet d'avoir un peu plus d'épaisseur et faire ce connecteur MagSafe. Et oui, pour tout ça, en fait, pour toute l'approche, c'est vrai que tu as dit à un moment, tu as mentionné les XOR qu'Apple avait. En tout cas, il y a eu beaucoup de rumeurs pendant tout un moment, et contre lesquels on a dû pas mal aussi essayer de convaincre. Et il y a eu tout un moment où il était dit, Apple, en fait, ils veulent faire que des iPhones et ils se soucient plus de rien. C'est vrai qu'ils ont arrêté les XOR là-haut. Mais même vous avez dû avoir peur à un moment donné, parce que vous n'êtes pas en secret des lieux, même si vous bossez étroitement avec peut-être, vous avez accès à les SDK, toutes ces choses-là peut-être en avant-première, mais vous n'êtes pas dans le secret des dieux et vous ne savez pas ce qu'allait devenir à l'époque la gamme Apple, quoi. Non, tout à fait. Bon, on connaît bien la culture du secret chez Apple. Effectivement, on a quelques infos, mais voilà, on n'a pas toutes les infos et on ne sait pas tout. Et effectivement, on s'est posé des questions, hein, mais on est resté quand même tout le temps convaincu. On s'est posé des questions, mais pas beaucoup. Parfois, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait considérer d'autre, mais on n'a jamais, on s'est jamais dit, tiens, on va passer le pas, parce qu'on a vraiment toujours cru en cette, on est toujours tous Mac-minded ici, voilà, on connaît bien l'architecture, on aime bien la stabilité, la facilité de test, etc. Et voilà, on a toujours cru. On sait, en fait, une des choses qui nous a, pour lesquelles on a continué à croire, c'est que dans
le fait qu'Apple continue à proposer des solutions pour les professionnels et le monde audiovisuel, ce sont les besoins d'Apple. C'est que Apple a toujours eu besoin pour eux-mêmes de produire du contenu audiovisuel, etc. Et du coup, on s'imaginait pas qu'ils allaient dire bah, on fait plus ça et on va que sur les iPhones. Mais c'est vrai, donc nous on y a toujours cru de par ça, en discutant un peu aussi avec d'autres. Bah, tu le vois aussi, on y a toujours cru, mais ça a été très difficile à certains moments. On nous disait bah non, Apple, regarde, ils ont arrêté Elixir, regarde, ils ont arrêté ça. Et quand ils ont commencé à reprendre, je pense que le premier signe qui montrait que Apple s'en souciait, c'était l'iMac Pro. Et d'ailleurs, je pense qu'ils ont sorti l'iMac Pro avant le Mac Pro parce que le Mac Pro n'était pas terrible et pour montrer en tout cas qu'ils se souciaient encore des professionnels et de montrer où ils allaient. Donc voilà, on est très content avec ces Mac maintenant qui sont vraiment, on voit les encodeurs ProRes, tous les messages montrent que effectivement c'est parti encore pour du long terme. On est content de plus devoir se battre. Ouais. Babydoc nous dit pour développer une puce c'est 5 ans, donc je pense que Apple travaille dessus depuis quelques années sur cette puce, probablement, certainement parce que voilà, effectivement nous on voit des choses sortir tous les ans maintenant, donc là ça faisait un an qu'on attendait l'évolution du M1, donc ça va effectivement, comme tu dis, c'est un plan de développement industriel avec des enjeux qui sont colossaux derrière aussi, parce que se passer d'Intel comme ça dans un plan de développement d'une société comme Apple, ça n'a pas forcément... Voilà, faut bien jauger cette histoire-là, puisque Apple avait à l'époque délaissé... je sais comment ça s'appelait avant les Intel, c'était... Les PowerPC. Voilà, les PowerPC. IBM PowerPC. Ils sont venus sur Intel. Les 4, les 5, etc. Ouais, c'était stratégiquement intéressant de passer sur Intel pour tout un tas de raisons, pour démocratiser le Mac, parce qu'à l'époque on pouvait installer un Windows sur un MacBook ou sur un Mac Pro, truc de dingue, qui avait peut-être pas, enfin d'intérêt si, mais financièrement pas forcément, mais bon en tout cas voilà, t'avais un Windows sur un Mac, c'est chouette. Et tiens, Léonard, pardon, pour finir après, qu'est-ce que dit encore Régidule? Il manque plus qu'une version Softron pour vous remplacer VMX. J'en ai marre de Windows. Bah, c'est ce qu'on discutait hier. Softron, développe-nous un VMX sur Mac, s'il te plaît. En tout cas, ouais, Léonard, juste pour te dire, est-ce que donc toi chez Atlantis c'est beaucoup PC, c'est PC only, tu parles de modèle économique, mais est-ce que justement la durabilité, les performances et le gain de productivité, ça pourrait pas être un modèle économique chez vous que vous pourriez envisager? Parce que là, regarde, vous avez investi sur un nouveau Mac Pro avec une solution Softron, mais est-ce que pour l'editing ou pour ces choses-là, ça pourrait pas être envisageable? Alors, je vais être un peu financier sur cette... si tu veux, oui, c'est envisageable, mais il faut repenser toute la relation commerciale. C'est que quand tu signes un contrat avec un client, si tu signes 36 mois, tu es content. Donc en termes de taux d'amortissement, quand tu vas sur du Mac, tu es un petit peu plus long, tu es plus à 48. Donc ça, c'est un vrai blocage. Après, cette question de sortie de puce M1, je peux te dire que au-delà du Mac, j'étais super inquiet sur ce qui se passait sur la workstation parce que on sentait un désengagement des constructeurs global, HP qui a relâché sa division, enfin des choses comme ça qui étaient en train de se produire, IBM qui a revendu à Lenovo, ainsi de suite. Et se dire, et puis nous on essaie tous de nous dire, oui mais demain tu exécutes ta machine dans le cloud et tout. Enfin, moi je trouve ça très rigolo au moment où on va plus que multiplier par 8 nos flux de data, c'est juste ingérable. Et donc c'est très 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 rassurant qu'un constructeur visionnaire quand même Apple se dise ok, maintenant les segments des pros et des pros de la vidéo sont des gens qu'on va devoir accompagner, parce qu'on se dit ok, ça va peut-être revitaliser un petit peu l'écosystème et ça va pousser aussi les autres à la concurrence va forcément réagir, et c'est souvent Apple qui, en tout cas dans certains cas, pousse les autres à aller au-delà. Mais ouais, ton analyse est parfaite. Je suis d'accord là-dessus, ouais, clairement. Ok, allez, on continue, on regarde juste 2 secondes le chat. Qu'est-ce que nous dit le chat? Ça fait 12 ans que Apple Dev la puce quoi, en bêta tous les iPhones. Mais non. Il est très drôle Jules aujourd'hui. J'aime pas Wirecast. Oui, moi non plus je n'aime pas Wirecast, je le dis, je vais en presta. Salut Jules, merci d'être venu. Et puis voilà. Ok, allez, on revient sur Pierre. On revient donc sur la suite de présentation de tes solutions, puisqu'on n'était pas là pour parler que d'Apple, même si c'est lié. On va revenir donc rapidement sur le streaming solution. C'est pas la gamme de logiciels chez vous qui est la plus développée, mais elle existe. Donc si tu peux nous en dire 2 mots. Ouais.
Oui, donc on a dans le logiciel les logiciels pour faire du Movie Streamer HLS. Donc le HLS, c'est un format de streaming qui a été développé, je pense, par Apple, qui est différent d'autres formats. Je ne sais pas si on veut rentrer dans les détails. Non, Mais pas le forcément, HLS, mais... non. Hmm. Mais Bon, voilà, donc on permet de supporter ce format-là, et ou l'autre qui permet de streamer vers du RTMP. Donc ça, le RTMP, c'est le format, si on veut streamer par exemple, c'est ce qui nous permet d'envoyer un signal vers YouTube, Facebook. On peut s'interfacer, mettre la stream key dans le logiciel, et on envoie alors un stream c'est ce vers qu'on fait là YouTube, sur Twitch en Facebook, direct. C'est du RTMP, voilà. je crois. Hmm. Ouais. Ok, Ouais. d'accord. Mais le RTMP, c'est un format plus ancien, en fait, qui vient d'Adobe, de Flash, etc. Et qui commence un peu à se faire vieux. Je pense qu'à un moment, il va être remplacé par d'autres, comme le HLS, le Dash ou le SRT, dont tu me parlais tout à l'heure. Le Dash 2 en 1, je connais pas. Excusez-moi. Oui, c'est ça. En Dash fait, 2 le en MPEG 1. Dash, Oui. le MPEG Dash, c'est la même chose, c'est le même type de protocole que le HLS, c'est le même fonctionnement, mais qui est fait par, je pense que c'est Windows qui a lancé ça. Voilà. C'est c'est la même logique. Ok, allez, on passe maintenant sur la partie qui est hyper intéressante chez vous. On va y passer 10 minutes dessus et après, comme ça, on arrivera à la conclusion de cette émission. C'est ce qu'on appelle les solutions de play-out chez vous. Alors, on voit là sur l'écran qu'on a plusieurs. Alors, on a une gamme qui s'est assez étoffée avec le temps. Mais globalement, le play-out, c'est effectivement la capacité de gérer une playlist de clips vidéo les uns après les autres et de pouvoir, entre guillemets, en assurer des interactions, du contrôle, que ce soit pour faire... Alors, je suis en train de faire ta présentation en fait, mais non, je te laisse présenter ça, excuse-moi. Mais je connais tellement bien vos produits que je suis un bon VRP, je veux bien quelques actions chez Softron. Vas-y. C'est vrai. Oui, donc en fait, les logiciels de Playout, en fait, c'est de là que Softron a commencé, parce que Softron est une société qui a débuté en 83, je pense, en tant que revendeur Apple, et puis qui a commencé à proposer sur le marché belge des logiciels, en voyant, donc ils étaient en contact, moi je n'étais pas là à l'époque, j'étais trop jeune, et ouais. Et du coup, ils proposaient des logiciels pour les clients Mac. Et ça a été les premiers logiciels. Le premier, c'était un logiciel radio, de diffusion radio. Et puis, les choses ont évolué, etc. Et maintenant, on fait des logiciels de diffusion vidéo. Donc, de diffusion, c'est quoi? C'est que, de nouveau, un Mac, on va lui connecter une carte AJA, Blackmagic, afin de pouvoir sortir le signal, ou sortir en NDI aussi. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de carte, puisque ça, c'est un protocole réseau. Et donc, de pouvoir faire soit pour du playout, on peut avoir le besoin, soit quand on va, par exemple, un truc que tout le monde peut connaître, on va produire un JT, un journal télévisé, et on va vouloir lancer les sujets. Eh bien, on a notre logiciel, donc ça, je peux faire un partage d'écran. Allez, vas-y. Hop. Voilà, donc là, ça on est sur multiview. Ouais. Ouais, donc ça c'était les mêmes chiffres que ce que tu montrais. Voilà. Hop, je vais masquer tout ça. Donc ça c'est, on voyait Movie Recorder, je peux le quitter. Et le Playout, donc ça c'est notre logiciel de Playout qui est tout simple. N'hésite pas à zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux. Ouais, voilà. Il s'appelle On-Ear Video. Et donc ce sont des documents, donc de nouveau c'est quelque chose, on essaie de rester dans une logique que tout le monde connaît. On peut se créer, hop, un nouveau document, et puis ensuite on peut aller chercher dans notre disque dur des médias, faire un drag and drop, et puis lancer la lecture. Donc on voit que c'est hyper simple à utiliser, ces deux documents, on les sauve, on les rappelle, etc. On peut réordonner pendant la lecture, aller mettre des points in-out, etc. Et par exemple pour la production d'un live, on a fait dernièrement, là dans la version 4, une interface qui est hyper pratique. Alors, c'est qu'on peut s'interfacer avec un Atem. Donc l'Atem, c'est un mélangeur de chez Blackmagic. Ouais. Donc ici, je peux le contrôler. Donc un mélangeur, c'est quoi? C'est quelque chose qui va recevoir plusieurs entrées vidéo et qui va pouvoir commuter l'une à l'autre. Donc c'est ce qu'on utilise pour produire un JT, par exemple. Ajouter des graphiques et autres. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a, dans Dire Vidéo, fait une émulation HyperDeck. Alors les HyperDeck, c'est quoi? C'était une solution de Blackmagic qui permet d'enregistrer. C'est ça, lecteur enregistreur. Ouais, c'est un lecteur enregistreur.
Nous, ça fait longtemps qu'on a une interface avec la thème. Et qu'est-ce qu'elle fait cette interface? C'est qu'elle permet, ici on voit que dans la thème, j'ai un bouton qui s'appelle OTAV, donc pour en dire vidéo. Elle permet d'avoir le réalisateur, donc par exemple il est sur la caméra 1, et puis au moment où il va choisir la source sur laquelle arrive on-dire vidéo, donc le sujet, de lancer automatiquement le play-out. Donc ça permet de ne pas devoir avoir un opérateur qui doit faire play et puis le réalisateur qui appuie sur le bouton. Là, le réalisateur appuie sur le bouton dans le mélangeur et hop, le playback démarre directement. Mais avec l'interface qu'on avait, le problème c'est que nous on recevait, en fait on regardait, on se connectait à la thème et on se disait tiens mais voilà, l'entrée est sélectionnée, je dois commencer à jouer. Mais le problème c'est qu'on reçoit l'information trop tard parce qu'on est déjà à l'antenne et puis seulement on va commencer à jouer. Donc il y avait toujours un peu de freeze. Et la manière de dépasser ça, c'est de s'interfacer, de faire avec un hyperdeck, parce qu'avec l'interface hyperdeck, ici on voit, donc je rentre l'adresse dans les réglages du mélangeur, je rentre l'adresse IP de on-dire vidéo, et je vais dire auto-roll, donc est-ce que automatiquement le playback va commencer, et je choisis sur quelle source, et je vais faire un offset de 5 frames. Donc cet offset, c'est quoi? C'est que il va donner l'instruction au player de commencer la lecture et puis seulement basculer sur l'entrée, donc afin de ne pas avoir d'image figée. Ah oui, comme ça, tu n'as pas de coupure, de trucs comme ça entre les deux, quoi. D'accord. Okay. C'est ça. Et donc, dans l'interface du mélangeur, on va pouvoir aussi retrouver, il y a ici un media player, et ce qu'on voit ici, eh bien, c'est ma playlist on-dire vidéo. Si on la revoit, hop, elle est ici. Et je vais pouvoir faire un double clic et on voit que le playback a commencé. Et là, si je fais auto, le playback... Ah ben non, j'avais pas la bonne source, alors ça ne peut pas aller. On va refaire. Donc ici, j'ai ma caméra 1 qui est sélectionnée en programme, on-dire vidéo qui est en preview, et si je fais auto, voilà, le playback commence tout seul. Se met en play. Ouais, c'est génial. Voilà. Ouais, c'est super. Et pour ceux qui sont sur des workflows autres que VMX, il y en a aussi, de la régie traditionnelle avec du Blackmagic. Ouais, c'est une belle intégration parce qu'effectivement, l'hyperdeck, c'est pratique et pas pratique en termes d'encombrement. Et pour le coup, là, tu peux mutualiser une machine Mac, n'importe laquelle, pour... j'imagine qu'en plus, sur un Mac, est-ce qu'on peut mettre plusieurs logiciels sur un Mac différents de chez toi? Est-ce qu'on peut mettre un on-dire vidéo, un movie recorder, ou des choses comme ça? Ouais. Oui, ici, on voit dans ma barre, ici en bas, j'ai tout. J'ai fait MReplay, on-dire vidéo. Après, tout dépend du Mac que vous avez et du format, de ce que vous demandez. Mais oui, on peut avoir movie recorder, on-dire vidéo qui tourne simultanément sur le même Mac. Et donc l'avantage d'utiliser par exemple on-dire vidéo par rapport à un hyperdeck, c'est que les hyperdecks sont pas très faciles pour ajouter des médias, etc. Tandis qu'ici, vous avez vu, vous organisez la playlist, ça se met à jour dans l'interface, c'est vraiment hyper simple, vous avez plusieurs playlists. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Bon, après, sans rentrer dans le détail du logiciel, je sais qu'il y a aussi pas mal de... Alors, je vais citer aussi un témoignage de Michael Favard, qui est un grand utilisateur avec ses cartes régies, la société Favoris Production à Grenoble. Je te fais un peu de pub, Michael. Je sais qu'il utilise beaucoup, et ce qu'il me disait, ce qui est génial avec ces logiciels-là, on-dire vidéo express ou on-dire vidéo, c'est que souvent Presta, et dites-le sur le chat si ça vous arrive aussi, parce que je sais que il y a des gens du live streaming qui sont là aujourd'hui. Vous avez toujours le mec qui arrive avec le fichier dans un format à la noix, qui, sur un PC ou sur ton hyperdeck ou j'en sais rien, tu vas pas pouvoir le charger finalement au dernier moment. Le mec te casse un peu les bonbons, tu es obligé de te prendre la tête dans un Karaji ou en Presta pour convertir le fichier et tout. Et c'est vrai que ce qu'il me disait, parce que j'adore avec Softron, c'est qu'en fait il est tellement capable de bouffer tout type de nature de fichier que ça sauve pas mal de coûts en direct sur les Presta, quoi. Donc dites-moi sur le chat si vous avez déjà vécu ce genre d'expérience là douloureuse. La régie de Jus qui dit ah oui lui, et oui. Voilà, donc c'est le genre de choses en tout cas Softron et pas seulement pour de la diff, puisque tu présentais Pierre ta solution pour de la diffusion de chaînes de télé, puisque c'est comme ça que ça démarre au départ. Alors il y a tout à l'heure comment il s'appelle Mullet Boy qui disait vous avez commencé avec le son, ça explique tout, c'est le profit des gagnants. Je partage ce point. Je suis un mec du son au départ, alors je peux pas dire le contraire, ça va être marrant. Voilà. Tu serais pas un mec du son au départ, Léonard, à tout hasard? Ah ben non, moi c'est les talos, tu sais.
Merde, l'exception confirme la règle, alors c'est pas grave. Bon. Désolé. Donc voilà, est-ce que tu veux peut-être nous montrer encore d'autres choses, Pierre, sur... Oui, je voulais juste... Donc, Vas-y. en fait, les logiciels de diffusion peuvent être utilisés pour des lives, avec des playlists, etc. Pour de la diffusion, donc nos logiciels de diffusion sont utilisés aussi pour la diffusion 24/7. Donc on a des chaînes de télé qui diffusent avec nos logiciels. Donc soit avec OnDir Video, et ça on a un scheduler, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans OnDir Video, on va pouvoir Attends, un automatiquement scheduler, c'est dire... un programmateur, je traduis. Un programme, oui, merci. Euh, et donc c'est un programmateur qui permet de dire, tiens, voilà, je vais créer ma playlist et automatiquement, tel jour, telle heure, je veux qu'elle commence à jouer. Donc c'est très facile à faire. Si j'en crée un, par exemple. Hop. Ah, ça c'est toujours bien. Ah, voilà, c'est le mode démo, ça marche pas. Ouais, c'est ça. Oui. Ah non, il redémarre, ben voilà. Et donc là, je vais pouvoir créer un événement. Oui, ça je sais. Je crée un événement et je dis Bien préparé comme démo, Pierre, bravo. Oui, c'est ça. tous les lundis, mardis, de 11h30, hop, je me crée un événement. Et ensuite, je vais prendre ma playlist et la draguer dans l'événement. Et là, voilà, tous les lundis, mardis, etc., à 11h30, je vais avoir ma playlist qui va démarrer. Enfin voilà, on peut faire une diffusion poussée comme ça. Et on a aussi une interface calendrier qui, de la même manière, on peut créer un événement, aller mettre des clips dans cet événement et dire, voilà, tel jour, le mardi 26 octobre à 11h16, je veux commencer à jouer tel clip, etc. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est, de nouveau, on essaye, comme tu as dit tout à l'heure, nos interfaces sont simples. Bah oui, c'est ce que Léonard disait, très rapidement. Ça, clairement. Mais on peut aller assez loin. Par exemple, nos logiciels de playout supportent les sous-titrages, parce que pour la diffusion, c'est important d'avoir du sous-titre. Donc tous les protocoles de sous-titrage avec les fichiers SRT, STL, etc. Pour le marché américain, donc on vend évidemment dans le monde entier. Il y a le SCTI qui permet de s'interfacer avec des serveurs de pub. Parce que aux États-Unis, ils ont, ça existe un peu dans d'autres pays, mais il va y avoir une diffusion centralisée où les programmes sont faits au niveau national, mais ensuite la pub doit être locale, et donc il doit y avoir un moyen de lancer la pub, les serveurs de pub de manière automatique, et c'est ce qu'on gère aussi. Donc voilà, juste pour dire que on essaie vraiment de garder l'interface simple, malgré qu'on ait des fonctionnalités avancées. Ok, en tout cas bravo, en tout cas remontre-nous ton joli visage, voilà Pierre, tu es à l'antenne. C'est vraiment, je suis d'accord, je partage ce point de vue, et je vous incite à ceux qui ne connaissent pas encore, et puis bah voilà, alors MacBook Pro avec de nouvelles puissances et des choses assez incroyables qu'on pourra faire avec tes logiciels Pierre, enfin vos logiciels chez Softron. Certainement des nouvelles machines à venir plus adaptées pour l'exploitation comme le disait Léonard, c'est-à-dire qu'on a Apple qui envoie un signe sur le fait qu'on garde des machines et des workstations, ou des machines pro en tout cas, et Apple ne nous abandonne pas, donc ça c'est bien. Et à quand le Mac Pro avec des processeurs M2, M3, on verra, je pense que ça viendra. Ouh, j'ai un rayon de soleil, je suis ébloui, vous voyez, c'est du direct. Et que vous dire d'autre? Bah non, l'esprit de... C'est ça, bon, je pense qu'on a... Là, ça fait une heure et demie à peu près qu'on tourne. Donc, voilà, pour résumer en tout cas, Softron, ingest de flux vidéo, diffusion et playout. Après, il y a plein de choses en détail. Je vous invite vraiment à aller voir sur leur site. Et de télécharger, de tester et de contacter les revendeurs agréés qui ont une grande expérience là-dessus sur l'utilisation de toutes ces choses-là. Faire des tests avec eux. Léonard en tout cas qui nous a... Alors je sais que Léonard l'année dernière tu avais aussi chez Atlantis vous aviez aussi installé un système d'ingest pour Vous avez un plateau télé je crois aussi. Vous faites pas que des salles de montage. Vous avez un plateau aussi non? Ou plusieurs peut-être. On a du plateau où on fait de la capta en fait. Nous c'est une stratégie, c'est-à-dire que la post-prod ça fait longtemps qu'on a été numérisé en termes de flux. Là le NDI en fait c'est le signal de attention. Tout ce qui est captation, tournage, c'est en train d'arriver. Et en fait, comme en post-prod, c'est des compétences qu'on a déjà en réseau et ainsi de suite, on a une facilité, si tu veux, à implémenter des nouveaux outils sur le tournage et à repenser un petit peu la façon de concevoir, en tout cas, l'acquisition des images en tournage. Donc, c'est plus là-dessus qu'on travaille en ce moment, et Softron est plutôt un de nos gros chevals de bataille, on va dire.
Bon, en tout cas, c'est cool, c'est chouette en tout cas de cette opération entre Softron et Atlantis, et je suis ravi pour vous deux. Et comme quoi, bah voilà, Atlantis Télévision, c'est un profil qui est peut-être un peu différent, Pierre, d'autres clients que vous avez. Vous avez beaucoup de broadcasters, de diffuseurs, mais finalement, bah, tu vois, Atlantis Télévision, qui est quand même l'une des sociétés de référence de la post-prod en France, voilà aussi, fait de la R&D, maquette des systèmes et réfléchit, et ouais, c'est ce que Léonard nous dit. Tout d'un coup, rajoute des systèmes Mac parmi ce gros parc de PC, donc c'est bien. Ok. Alors, on va clôturer le concours. Je sais qu'il y en a qui attendent ça. Alors, attention, sur le concours, je préfère préciser. On va commencer dans l'ordre. La première licence qui va être gagnée, c'est On the Air Video Express. Ok. Alors, il y aura 2 gagnants en fait. Donc, le Twitch va tirer au sort. Je vais tirer au sort 2 winners. Donc, le premier gagnera On the Air Video 4, Express 4. Et le deuxième, ce sera Movie Recorder Express 4. Donc après, on se contactera avec les gagnants et je vous enverrai vos licences. Donc nous allons clôturer le concours. Alors, je close les entries. Voilà. Attention, roulement de tambour. Qui va gagner? Je prends le premier. Philippe Perquin qui gagne. Donc le premier cadeau qui est On the Air Video 4, et on va en tirer un deuxième pour Movie Recorder. Ce sera Pierre Jolivet. Voilà, bravo à Philippe et bravo à Pierre Jolivet. Normalement, je pense que voilà, c'est marqué. Voilà, donc Philippe Perquin, On the Air Video Express 4, pardon, et Pierre Jolivet, Movie Recorder Express 4. Voilà, donc en tout cas, merci d'avoir participé au concours. Merci à Pierre et à Softron, parce que c'est Softron quand même qui offre à la communauté ces 2 licences de logiciels, et je suis très content pour les gagnants, et une fois que vous aurez vos licences, n'hésitez pas en tout cas à nous envoyer une petite photo, une petite illustration de comment vous pouvez vous en servir. En tout cas, c'est voilà, Philippe qui remercie Softron, et voilà, Pierre Jolivet aussi qui a l'air d'être content, donc en tout cas voilà, merci en tout cas à toi Pierre d'offrir ces licences à la communauté. Voilà, après je le redis à la communauté, à ceux qui nous regardent et qui nous regarderont en replay sur la chaîne YouTube du Monde de Dayo. Voilà, les logiciels sont quand même à des rapports qualité-prix qui sont tout à fait abordables par rapport à ce qui existe comme autre solution sur le marché du broadcast, soyons clairs. Donc c'est vrai que, et moi je vais aussi donner un autre argument, je continue à faire ta pub, Pierre, et la pub d'Apple. J'ai pas de pub chez Apple, mais je devrais en acheter. Quand une machine tombe en panne, il n'y a rien de plus con que de remplacer un Mac par un autre Mac. En fait, c'est hyper facile, donc en termes de redondance, c'est vrai que pour le coup, c'est pas mal, quoi. Donc voilà. Ouais. Voilà, on va conclure cette émission. Léonard, est-ce que je te laisse le premier mot de la fin sur Softron, sur Apple. Merci en tout cas pour ta participation. Qu'est-ce que tu peux dire à l'audience? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Très rapidement, je suis très fan du produit Softron, donc il n'y a pas de doute. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai dit que c'est très simple d'usage, mais c'est aussi très simple à installer. Hein. Vous claquez l'OS, vous mettez l'applicatif en trial depuis le site, et ça fonctionne. Donc vraiment, pour ceux qui ne se sentiraient pas assez technophiles pour le faire, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Ok, bah écoute, merci beaucoup Léonard. Ouais, merci. Le mot de la fin pour Monsieur Chevalier, qui n'est pas figé cette fois-ci. Oui. Ah non, ben merci de nous avoir invités. On est content d'avoir pu présenter les logiciels. Et oui, effectivement, n'hésitez pas à aller voir sur le site. On essaie, comme on a dit, d'avoir des solutions qui sont ouvertes et avec les prix publics, les logiciels qui sont téléchargeables en version démo de manière gratuite, qui sont entièrement fonctionnels. Quand on enregistre, il y a des frames démo dans le fichier enregistré, donc c'est inutilisable, mais au moins ça peut être testé avant. Nous, on aime bien que les gens puissent tester, puissent voir. Il n'y a rien de mieux pour nous qu'un client qui est heureux et qui est content de la solution. Donc on n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui va acheter un truc qui n'est finalement pas pour lui, parce que ça peut arriver aussi. Mais voilà, donc là, l'avantage, c'est qu'avec un Mac, vous l'installez, vous voyez si ça vous convient, puis après vous pouvez aller voir votre revendeur favori.
C'est ça. Bah, écoutez, je crois que le message est clair. En tout cas, merci beaucoup à Pierre, merci beaucoup à Léonard. Je vous garde en antenne 2 secondes après. Merci en tout cas à vous, l'audience. Merci d'avoir suivi cet épisode TechMag en semaine 10h, mardi 26 octobre. En plus, pendant les vacances scolaires en France, pas encore en Belgique, Pierre, puisque, alors, je ne sais pas si on l'avait dit, Softron est une société belge. Voilà, et le génie belge a encore frappé une fois de plus, vous voyez. Et prochaine émission, normalement jeudi prochain, le sujet n'est pas encore complètement défini, vous le saurez très bientôt. Il y aura aussi un prochain stream de réparation d'une batterie d'un MacBook Pro que je ferai en direct live, pour vous montrer que si j'y arrive, vous aussi vous pouvez y arriver vous-même, avec les bons outils et les bons revendeurs de pièces détachées, bah, on peut tout faire en fait. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup à tous, on se retrouve jeudi la semaine prochaine à 21h pour un nouvel épisode du Monde de Dayo qui sera axé sur l'univers plus du cinéma. On retrouvera l'un de nos chroniqueurs et d'ici là je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine à tous, à bientôt.